Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de votre émission. On vous accompagne tout l'après-midi avec mon équipe, Sébastien, Maxime, Florence Lamoureux qui prend vos appels, Olivier Guillet qui Bonjour sait même... merci d'être là, Olivier. On va parler du Canadien de Montréal tout à l'heure. Tu nous as préparé toute une chronique avec plein d'informations parce que tu étais au match hier. On aurait aimé une issue plus joyeuse, bien sûr. Mais je vais essayer d'amener un peu justement de positivisme dans tout ça, puis voir. Je te reconnais bien là. J'ai vraiment pesé le pouls des partisans hier, puis c'était vraiment intéressant. Les gens là, tu sais quand tu dis des gens passionnés, puis que leur vie tourne autour du Canadien en ce moment là, c'était vraiment le cas. Puis je vais vous en parler un peu plus tard. Complètement. On commence d'entrée de jeu avec un sujet d'une importance assez primordiale au Québec. Vous avez entendu parler bien sûr de ce jeune Zachary Miron. Un jeune homme de 15 ans qui est allé en journée de ski, une journée scolaire. Un jeune sportif qui faisait attention de pas prendre d'alcool, pas prendre de drogue, qui s'alimentait bien, qui faisait beaucoup d'activités physiques et qui, cette journée fatidique de janvier 24, est mort subitement. Donc, il est tombé du siège de la remontée mécanique, mais c'est pas ça du tout qui a été la cause de son décès. Bien au contraire, après 1 an et demi, la coroner a statué qu'il y avait un lien entre la caféine qu'avait pris ce jeune-là dans sa boisson énergisante, pour pas la nommer du Red Bull, et le médicament qu'il prenait pour soigner, contrôler son TDAH. Depuis, ses parents mènent un combat incroyable pour éviter qu'un autre jeune perde la vie dans des circonstances similaires. Il y a eu effectivement plein de gens qui se sont ralliés à leur voix. Il y a eu des enseignants qui ont dit, voyons donc, on veut pas que nos élèves, que nos jeunes vivent ça. Il y a toutes sortes de groupes. On avait nous parlé il y a quelques semaines aussi à un représentant de Sport Québec qui nous avait dit à quel point les jeunes sont beaucoup là-dessus sur les boissons énergisantes. Je peux en témoigner. J'ai des jeunes, moi, avec moi ici. Je vous le dis souvent, Olivier, Florence, d'éviter de prendre ça parce que c'est un sujet d'inquiétude. Moi, j'ai coupé ça depuis très longtemps parce que chaque fois que j'en prenais, j'avais le cœur, j'ai tendance à faire de l'arythmie, puis à chaque fois que j'en prenais, j'avais l'impression que le cœur allait me sortir du corps. Ce qui est malheureux, c'est qu'on ne prévient pas assez sur les médicaments, sur ces fameuses boissons énergisantes. Il y a très peu d'indications, sinon de dire que c'est déconseillé aux 14 ans et moins. Là, ce qu'on demande donc, ce que les parents de Zachary Miron demandent, c'est que ça soit interdit aux 16 ans et moins. Et il est possible, en tout cas, il semble qu'au ministère de la Santé, sans le garantir, il paraît que le dossier avance. On va en parler tout de suite avec la maman de Zachary Miron et son papa. Véronica Martinez est avec moi, David Miron également. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler de votre fils. Je pense que tout le Québec est derrière vous. Pourquoi c'est important, Véronica, pour vous de faire entendre cette demande-là pour les jeunes du Québec? Parce qu'il faut les protéger, nos jeunes. C'est de l'information qu'on connaît depuis longtemps, les interactions là, avec les médications pour les psychostimulants. On connaît les effets indésirables liés aux boissons énergisantes. Il y a plein de choses qu'on connaît depuis des années. L'INSPQ, d'ailleurs, s'est penché là-dessus depuis très longtemps. Puis, il y a rien qui se fait. Et notre garçon, s'il y avait des choses qui avaient été mises en place, s'il y avait une législation qui avait été là, il y a un paquet de choses qui auraient pu être faites, peut-être qu'il serait encore là avec nous. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est éviter qu'une autre famille vive ce qu'on vit. Ouais, complètement. David, votre fils prenait du Bifantan, qui est un médicament pour le trouble du déficit de l'attention. Il a bu cette journée-là une canette de Red Bull. Est-ce que vous saviez qu'il prenait de temps en temps des boissons énergisantes? Chez nous, c'était vraiment contre-indiqué. On avait déjà fait de la sensibilisation juste sur le produit, comme quoi qu'à son âge, il n'avait pas besoin de consommer ce type de produit-là. Donc, je pense que c'était une consommation spontanée qui a été faite à ce moment-là.
Parce que c'était dans nos valeurs, c'était pas dans nos valeurs, on n'avait pas à la maison, puis ils avaient déjà fait la demande, puis on y avait refusé. Donc, il expliquait le pourquoi. Mais avec l'interaction de son médicament, par contre, ça, nous ne le savions pas. Ouais, c'est ça. C'est pas marqué ni sur le médicament, ni sur la canette de boisson énergisante, là. Non, pas du tout. C'est pas marqué. On n'a pas eu l'indication à ce niveau-là. Ouais. Je disais que votre fils était un grand sportif. Il faisait attention, justement. Il était fier. Il prenait pas de drogue, prenait pas d'alcool. C'était un grand skieur. Il était content cette journée-là, si on se fie au témoignage de son ami, entre autres Vincent, qui était avec lui. Il y avait c'était un gars de gang, hein, vous avez déjà dit. Les amis, c'est important à cet âge-là, à 15 ans. C'est un jeune très actif, peut-être hyperactif. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il prenait un médicament. Comme dans certains... je voyais les chiffres dans certains cégeps, c'est 30% des jeunes qui sont comme Zachary, là, qui a un enjeu de troubles de déficit de l'attention et qui sont médicamentés. Des fois, c'est l'anxiété, c'est d'autres types de médicaments, mais bref, il y avait une vie d'ado normale. L'enjeu, ça a été cette boisson énergisante. Est-ce que comment se fait-il que est-ce que vous comprenez en fait que depuis toutes ces années, parce que c'est pas la première fois qu'on se retrouve avec ce genre de pression publique, il y a eu des experts qui l'ont dit, des cardiologues depuis des années. Moi, je me souviens d'avoir interviewé le docteur Paul Poirier là, qui depuis très longtemps le dit, il faut interdire ce genre de boisson, puis pas juste aux jeunes, par extension, même peut-être même à tout le monde. Comment se fait-il que c'est encore pas légiféré? Comment se fait-il? Puis même aujourd'hui, là, la ministre de la Santé dit on essaye, là, on peut pas vous le garantir, mais en tout cas, on avance un peu sur le dossier. Est-ce que ça vous paraît suffisant, Véronica, et puis David ensuite? Ben pour le moment, donc déjà, s'il y a un projet de loi qui est adopté d'ici juin, on va être extrêmement content. Et clairement, c'est un bon début. Le statu quo ça peut pas être ça, là. Là, on n'a pas beaucoup de temps jusqu'à la fin de la session parlementaire. Là, il faut faire quelque chose. Je veux dire, le décès de Zachary, il faut vraiment que ce soit un point de bascule. Ça peut pas, il peut pas être juste une statistique. Ça peut pas être juste un autre décès. Parce que je tiens à préciser que Zachary, on est dans les médias pour expliquer puis pour raconter son histoire, mais c'est pas le seul ado là qui a perdu la vie à cause de ces boissons-là. Notre cas à nous, il est différent dans le sens qu'on a mis en lumière un angle mort, je dirais, de la combinaison avec son psychostimulant puis les boissons énergisantes. Mais en général, les boissons énergisantes ont causé des décès, des hospitalisations. Nous, vous parlez de Dr Poirier, il y a Dr Sénéchal aussi de l'UCPQ, lui aussi qui envoie quotidiennement des jeunes qui sont à l'hôpital parce qu'ils ont consommé ces boissons-là. David? Oui, tout à fait. C'est rendu un produit banalisé, en fait. Puis c'est pas seulement les jeunes qui prennent des psychostimulants, mais en fait tous les jeunes, même en santé, là, tu sais. Puis la science est claire à ce niveau-là, la santé publique aussi, tu sais. Les experts vous demandent d'agir puis de légiférer là-dessus, c'est pas pour rien. Ouais, sur le terrain, ils constatent, là, tu sais. Est-ce que vous êtes en lien avec le ministère de la Santé? Êtes-vous consulté? Est-ce que comme parent de Zachary, parce que là c'est peut-être une loi Zachary Miron là qui risque d'arriver. Ce qui serait pour vous une victoire, vous diriez, Véronica? Une petite victoire parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc oui, on serait vraiment content qu'on commence avec ça, mais il y a de la sensibilisation à faire, il y a de la prévention à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Puis on a rencontré la ministre de la Santé une seule fois, en fait. Elle a été très touchée, puis clairement suffisamment là, pour pousser jusqu'à un projet de loi. Donc, mais depuis, on n'a pas eu d'autres échos, là, mais c'est un excellent début. On serait tellement contents. Mais comme je dis, il y aurait du travail à faire. Puis nous, on s'arrêtera pas là. On va continuer. Vous l'avez rencontré quand, la ministre de la Santé? C'est en avril, si je ne me trompe pas. Il y a un mois. Début avril.
Okay. Ouais. Il y a plus d'un mois et demi. On voulait avoir une entrevue avec elle puisque vous êtes là aujourd'hui. Je sais que vous êtes parfois réticent à vouloir prendre la parole publiquement, mais aujourd'hui, vous sortez parce que justement, peut-être qu'on est à la veille d'un projet de loi. Je vous en remercie d'ailleurs, puis je sais que j'imagine à quel point ça vous demande énormément de courage pour prendre la parole à nouveau sur le décès de votre fils. Au ministère là, de Sonia Bélanger, ce qu'on nous dit, c'est que la ministre, je cite, a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations face à cet enjeu de santé publique et sa volonté d'agir pour protéger les jeunes. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'elle a mis sur pied une démarche transpartisane pour faire avancer le dossier de façon collaborative. À ce stade-ci, aucune option n'est écartée, nous dit-on, mais aucune décision n'a été prise. Si ça aboutissait pas, Véronica et David, là, à court, moyen terme, vous dites on n'a pas l'intention de laisser tomber. Ça serait quoi la prochaine étape pour vous? Mais c'est difficile à dire. On n'y est pas. J'ai vraiment beaucoup d'espoir que ça se fasse avant juin, avant la fin. Il reste pas grand temps là quand même. Oui, absolument. C'est pour ça, c'est vraiment, c'est tellement important là que tous les partis se rallient pour pouvoir adopter rapidement cette loi-là. Dans le fond, le secret, il est là. Puis je comprends pas comment je veux dire, c'est l'évidence même. Je veux dire, c'est nos jeunes. Je sais pas comment l'exprimer autrement que, bon Dieu, c'est nos jeunes. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que nos jeunes? Puis on peut faire quelque chose de tellement important. Je veux dire, les protéger. Puis, tu sais, vous savez, l'été s'en vient. Les enfants, ils vont... Ben, c'est ça. Les consommations, ils vont augmenter assurément. Les festivals, ils vont dans les festivals, ils sortent entre eux. Ça vient... C'est comme associé... Oui, les balles exactement. Puis bon, peut-être plus les jeunes que les adultes sont sujets à ça, sans doute, parce que c'est l'âge où on se dit, mon Dieu, 1 heure de sommeil, c'est 1 heure perdue. Hein? On se souvient, nous a tous été jeunes, on veut pas dormir, la vie, c'est maintenant. Vous comprenez qu'il y ait autant de jeunes qui soient attirés par ce genre de boissons énergisantes? On dit énergisantes, mais qui sont juste tellement de la caféine. C'est 2 à 4 fois. Stimulante. Voilà, exact, stimulante plutôt. Là. Ça stimule. Le vrai terme. Oui, plutôt. Voilà. Puis on dit que c'est 2 à 4 fois une dose de café. Là. C'est comme prendre 3-4 cafés d'un coup. Là. C'est immense. Vous comprenez, Véronica, l'attrait que ça peut représenter, ces boissons stimulantes pour des jeunes? Absolument. Je veux dire, le marketing, il est dirigé vers les jeunes. On pourra dire ce qu'on veut. Ouais. Je veux dire, le marketing, c'est quoi? C'est les sports extrêmes. C'est tout ce qui attire les jeunes. Je veux dire, on pourra pas me faire croire que toute cette publicité-là, ces couleurs, tout le hype derrière ça, c'est pas dirigé vers les jeunes. Donc, c'est difficile de résister à ça. Ouais. Puis, tu sais, ça goûte bon, puis c'est associé avec le plaisir. Et ça stimule aussi. Ça stimule. Oui, c'est ça. Il y a un véritable effet, là. Ouais. Oui, absolument. On a des commentaires. Oui, j'ai un auditeur, là, en fait, au 187 Cube Radio qui le mentionne. J'enseignais à l'école de Zacharie. Je me demande si cette démarche touche réellement les Québécois, puisqu'il n'y a que 35 000 signataires présentement sur la pétition, alors qu'on devrait en avoir plus de 100 000. S'il vous plaît, inviter les auditeurs à signer cette pétition et inviter leurs proches à faire de même. Et je suis en train de voir aussi, là, présentement, la pétition. En effet, c'est le cas. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup, pas beaucoup, l'appui qu'on a envers ça? Dans une pétition qui a été présentée à l'Assemblée nationale, c'est une très grosse pétition, là. 35 000. 35 000 vu à comparaison de la population du Québec, ça paraît petit. Pour une pétition, ramasser 35 000 signataires pour une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale, c'est une pétition très pesante. Ouais. Et en peu de temps, il faut le dire. Oui, allez-y, Véronica. Oui, en peu de temps. On n'a pas comme 6 mois là, de pétition, là. Ça a été comme un peu plus d'1 mois. Ça a été très rapide, là, parce qu'on est pressé par le temps. La fin de la session parlementaire arrive, donc la pétition, le chiffre est impressionnant pour une pétition qui est déposée à l'Assemblée nationale, et le temps qu'on a eu aussi, il est court. C'est sûr, on aurait pu la faire perdurer, puis on aurait obtenu beaucoup plus de signataires. Mais nous, on est super contents de ces chiffres-là. Est-ce qu'on peut toujours la signer? Parce que là, je suis sur le site, le mouvement Zacharie Miron. Mobilisons-nous contre les risques des boissons énergisantes chez les jeunes qui sont en vente libre, malgré des risques réels bien documentés pour la santé. Est-ce qu'on peut toujours la signer, cette pétition? Elle a été déposée à l'Assemblée nationale. Donc, on ne peut pas rajouter de nom, hein? Non.
OK, même si on a l'option, du moins pour l'instant, on peut pas, ça va pas compter. C'est bien ça? Non, elle a été déposée à l'Assemblée nationale une première fois, oui. D'ailleurs, c'est Guillaume Clich-Rivard. Oui, David, vous vouliez rajouter? Certainement, si on veut parler de chiffres, là, je peux mentionner qu'on a plus de 40 organisations du milieu médical, sportif, éducation. Ouais. Puis ce nombre-là représente plus d'1 100 000 personnes. Ouais, donc ça parle très fort. Exactement. On a avec nous Guillaume Clich-Rivard, député de Saint-Henri-Sainte-Anne avec Québec solidaire, qui est celui justement qui a déposé cette pétition à l'Assemblée nationale. Bonjour, Monsieur Clich-Rivard. Pourquoi c'est important pour vous d'embarquer dans le mouvement Zachary Miron? Ben, ça concerne, Véronica David l'ont clairement dit, là, ça concerne nos jeunes, ça concerne nos enfants. Puis moi, dès que le rapport, il y a eu un rapport qui est sorti là, avec Radio-Canada, puis de la santé publique, puis j'ai pris contact avec David et Véronica, puis dès qu'on embarque dans ce dossier-là, dès qu'on embarque dans cette mobilisation-là, c'est impossible de rester les bras croisés. Là. Je veux dire, vous l'avez entendu comme moi, les témoignages, vous avez entendu ce qui est arrivé à Zachary. Pour moi, c'est une priorité. Il faut qu'on aille protéger nos jeunes. Il faut éviter le prochain drame. Puis je pense qu'on est capable de le faire. Donc, des fois, Véronica, elle dit pourquoi pas. Hein? C'est aussi l'autre question. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas? Il y a véritablement toutes les raisons du monde de le faire et d'aller protéger nos enfants. Ouais, c'est quand même assez étonnant qu'on permette la vente libre depuis des années de ce genre de produits à consommation tout à fait libre, hein, sans restriction d'âge de quelque sorte. Là, un enfant de 6 ans pourrait en boire, et alors qu'on sait quand même qu'il y a des interactions. Là. Tout le monde le sait là, qu'il y a des interactions. C'est juste pas bien inscrit, c'est pas communiqué. Il n'y a pas assez d'éducation, on le dit bien sûr, on peut en parler avec nos jeunes, mais on contrôle pas toujours, même dans les bonnes familles comme chez les Miron, Martinez-Miron, on peut, ils nous échappent parfois, là, ils sont pas tout le temps avec nous, on n'est pas tout le temps 24 heures sur 24 avec nos enfants. À un moment donné, comment ça se fait qu'on a toléré ça jusqu'à maintenant? Je vous dis, moi, ça fait des années que je parle de ce sujet-là avec d'autres dans les médias, c'est un vieux dossier. Puis là, c'est encore, bon là, peut-être qu'on va finir par y arriver, là, mais pourquoi tout ce temps de brettage? C'est une excellente question. Il y a un rapport de la santé publique qui avait été demandé dès 2023, donc on est rendu quand même en 26. Ça tarde. Bon, on sait quand même, puis moi je parle aux directions d'établissements secondaires qui me disent qu'il y a quand même une recrudescence énorme. Il y a quand même une augmentation. L'enjeu devient, disons, plus pressant que jamais. Donc, je pense que là, il y a un momentum clair. Il y a la question aussi de la banalisation. On peut bien faire toute la prévention qu'on veut. On peut dire à nos enfants, consommez-les pas, mais si c'est à côté de n'importe quelle autre canette, puis n'importe quel autre produit au dépanneur ou même sur le bord des caisses, c'est maintenant même au Dollarama, en vente libre, rapide, 3 pour un prix dérisoire. Ça sera pas possible pour nous de dire à nos jeunes, faites attention, c'est dangereux, si finalement la canette est un peu partout puis que la société le traite autrement. Donc, il faut qu'on envoie nous aussi un message important pour qu'on puisse ajouter à la sensibilisation. L'idée, c'est pas juste de dire 16 ans et moins, c'est fini, puis on sensibilise pas. Là, je pense qu'il faut faire les deux. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est le plan de match. Oui, ben merci d'avoir déposé cette pétition, Monsieur Clich-Rivard. En même temps, comment ça se fait que c'est pas possible de l'adopter d'ici la fin de la session? Là? La ministre de la Santé a dit je peux pas le garantir, même si effectivement on est conscient de la priorité de l'enjeu que ça représente. Ça, c'est le genre de patente, quand on formule ça comme ça, là, par expérience, qui fait que ça risque de se ramasser à l'automne prochain. On va encore perdre 4 mois, alors que ça fait des années là, qu'on parle de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a moi, je questionne la véritable intention, la véritable bonne foi là, des parlementaires ici? Ben, pour l'instant, sincèrement, moi, je suis optimiste. On va voir le temps qui nous reste, là, mais je suis prudent, mais optimiste. Mais on le sait, la semaine passée, c'est genre 2 semaines. Là. On peut-tu décider là, que on peut, mais là. ça va prendre le consentement de tout le monde. Donc, j'invite vraiment mes collègues à donner feu vert, à ce qu'on bouge, à ce qu'on avance. La semaine passée, là, on a fait voter une motion unanime à l'Assemblée nationale. Tous les partis étaient d'accord. Tout le monde a consenti à ce qu'on avance, qu'on légifère. Donc, véritablement, là, tout est entre nos mains. Je pense que c'est possible. Évidemment, je vais rester prudent. C'est pas chose faite, mais je pense qu'on est capable de le faire. Puis moi, je vais mettre toute ma collaboration transpartisane à profit pour qu'on soit capable de trouver une solution ensemble. Là. OK, donc la suite, c'est quoi, là? Mettons demain, là. Ben, il faut que la ministre dépose le projet de loi. Il n'est pas encore déposé. Donc, le gouvernement l'appelle le plus vite possible, qu'on entende peut-être quelques groupes rapidement un après-midi de gens qui sont concernés, puis qu'on le passe en
en étude détaillée rapidement. Je pense que tout ça peut se faire en 2 jours de travaux, là. Donc, la question, elle est là. Bougeons rapidement. Il y a un consensus social. L'ensemble des partis ont voté pour une motion. Les pharmaciens, les médecins, la santé publique, les profs de secondaire, je veux dire, on pourrait faire une liste là, qui durerait des jours et des jours de gens qui appuient ça. Alors, allons-y, réglons la question. Ben voilà, et David Miron, le père de Zachary, le rappelait il y a quelques minutes, il y a plus d'1 million de personnes embarquées dans ce mouvement-là. Exact. D'ailleurs, vous pouvez, je parle au public, là, n'hésitez pas d'abord, à nous envoyer des textos là-dessus, 187 Cube Radio, est-ce que pour vous c'est un enjeu majeur? 1-877-827-2346, Olivier lira vos commentaires. On peut encore participer au mouvement, d'ailleurs, Zachary Miron, vous pouvez aller sur la page, on pouvait rajouter votre nom, puis il y a plein d'informations. Monsieur Clich-Rivard, restez là parce que comme vous êtes avocat, j'aimerais avoir également votre opinion là-dessus, mais je veux interpeller Véronica et David sur le fait que ça a pris tellement longtemps aussi pour d'abord avoir le rapport de coroner, bien sûr, là, mais vous avez appris le décès de votre fils d'une façon... dire cavalière, le mot est faible, Véronica. Vous êtes, je pense que c'est David qui s'est présenté à l'arrêt d'autobus après la journée de ski. Vous vous attendiez à ce que Zachary revienne. Puis on vous a dit, ben, il va falloir parler à l'administration. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, David? Ben, en fait, oui, j'attendais Zachary qui débarque de l'autobus. Puis je pense que c'était une coordination avec la SQ qui était supposée de passer à la maison pour nous annoncer. Mais en ayant la nouvelle que Zachary se trouvait à Saint-Jérôme, je suis retourné chez moi chercher Véronica, ma conjointe, puis on a appelé à l'hôpital, puis l'hôpital nous demandait tout simplement de se présenter là-bas le plus rapidement possible, tu sais. Je peux vous avouer que jamais ça nous avait passé par l'esprit que notre garçon était décédé à ce moment-là. Il était déjà décédé là, quand vous êtes arrivé. Oui. Ouais. Il est décédé sur la montagne. Oui. De ce qu'on sait de Vincent, qui était l'ami qui était avec lui, ça a été assez subi, Véronica. Est-ce que vous avez eu plus d'informations? Parce qu'il a fallu 1 an et demi avant d'avoir le rapport du coroner. Oui. C'est énorme, c'est tellement long. Oui, ça a été très long. Cependant, avant de nous partager ce rapport-là, avant que le rende public, vraiment, je pense que toutes les pierres ont été retournées. Donc, je préfère que ça ait pris tout ce temps-là, mais qu'ils ont vraiment fait les tests, ils ont vraiment fait un travail très, très, très rigoureux. Mais la coroner, tout au long du processus, elle nous a toujours tenus au courant. Elle nous a fait des téléphones réguliers pour nous tenir au courant. Dès le début, la boisson énergisante était mise en cause, oui. Exactement, dès le début. Oui, ça a été long, mais... Le rapport, il a été fait de façon très, très, très rigoureuse. Oui, c'est la coroner Denise Langelier. Donc, elle vous a tenu au courant. Donc, parce que ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Comme parent, tu te morfonds déjà que le pire de la vie t'arrive, te tombe sur la tête. Je peux même pas imaginer votre douleur encore aujourd'hui. Et de savoir que votre enfant, le cœur de votre fils était tout à fait en santé. Et là, le lien, vous devez... Est-ce qu'il y a encore une colère en vous, Véronica et David? Comment vous êtes aujourd'hui après tout ça? Là? Il y a la bataille, bien sûr, là, qui doit vous tenir actif, mais le cœur de parent, c'est terrible. Ben oui, la colère vient surtout du non-action depuis toutes ces années ce qui entoure les boissons énergisantes, sachant les répercussions que ça a sur la santé de nos jeunes. Là. C'est la non-action, moi, qui me rend le plus triste dans cette histoire-là. Parce que, comme ma conjointe vous disait, là, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Là, on n'est pas un cas unique. Là. Si vous saviez le monde qui m'arrête pour me parler de leurs effets négatifs suite à la consommation d'une boisson énergisante, que ce soit d'une tachycardie ou palpitations, là, c'est incroyable. Toutes les histoires que j'entends négatives de personnes suite à la consommation d'une boisson énergisante. Oui. Et la responsabilité du médicament, Véronica,
Parce que l'analyse toxicologique disait, bon, effectivement, pas eu de drogue, pas d'alcool chez Zachary, mais il y avait des traces du fameux médicament méthylphénidate, qui est la molécule là, qui est à la base du médicament bifantin, là, qui est très connu, là, qui est pris par beaucoup d'ados. C'est un psychostimulant. Est-ce que vous avez pu en savoir plus sur l'effet des psychostimulants eux-mêmes? Est-ce que est-ce que ça aurait pu être que le médicament? Est-ce que ça aussi, vous avez posé ce genre de questions? Non, il tolérait très bien son médicament, puis il l'avait pris depuis déjà plusieurs années. Donc, tu sais, c'était vraiment... dans le fond, son psychostimulant augmentait son rythme cardiaque. Il a pris une boisson qui augmentait le rythme cardiaque. Il faisait du sport. Donc, il y a comme un paquet de choses là, qui ont mis ensemble, ils ont fait en sorte qu'ils n'ont même pas pu le réanimer. Là. Donc, je dis, c'est une boisson qui est banalisée. Vous l'avez mentionné, vous avez des palpitations quand vous prenez ça. Imaginez si vous avez déjà une médication qui, le psychostimulant fait augmenter, vous faites du sport, puis en plus, vous prenez ça, je veux dire, ça, c'est fâchant. Vous parliez de colère tantôt. Moi, j'ai pas de colère pour vrai dans mon cœur. Là, je pourrais pas avancer avec la colère. Je peux pas. Je ne pourrais pas. On reste avec quoi? Une grande tristesse. Oui. Tristesse infinie. Vraiment. Puis, je veux mentionner aussi que la prise de son médicament s'est faite à 6 heures le matin et la consommation de la boisson énergisante s'est faite à 20h, 20h30 le soir. Là, donc, c'est écoulé 14 heures entre les deux. Là, fait que, imaginez, ça a encore des effets. Là. Je trouve ça terrible, cette histoire, vraiment. Véronica Martinez, David Miron, je pense que les auditeurs sont avec vous. Moi, ça me touche beaucoup de vous entendre. Je vous remercie infiniment de prendre la parole parce que votre parole est importante puis elle peut faire la différence. Le petit bout de chemin qui reste encore à faire pour convaincre là, ceux qui sont pas encore convaincus que c'est une urgence nationale, qu'on peut aider encore. Il y a des gens là, qui nous rappellent, Olivier, qu'il y avait eu d'autres histoires, effectivement, comme Véronica le disait. Il y en a qui parlent de cette jeune fille là, qui s'était noyée dans le ruisseau là, après avoir consommé aussi... vas-y. Ben oui, en effet, mais là, j'avais juste un témoignage qui était aussi très pertinent. Quelqu'un nous mentionne, je travaille à l'information médicale pour une grosse pharma. J'ai accès à 3 différentes plateformes pour voir les interactions entre les médicaments, donc bifantin ou boisson énergisante. Sur les 3 plateformes, il n'y a aucune interaction détectée entre la caféine et le bifantin. Pas croyable. Ma fille prend du bifantin. C'est extrêmement inquiétant. Et rappelons-nous que l'Ordre des pharmaciens du Québec a dit que c'était une mort qui pouvait être évitable dû au fait de ça. Et ce n'est pas dans les registres présentement, du moins si on se fie à ce témoignage-ci. Et tu as bien fait de ramener aussi les psychostimulants. Moi, dans mon entourage, au cégep, à l'université, je voyais des jeunes en consommer. Ils n'étaient pas diagnostiqués TDA ou TDAH. Donc, cette consommation-là va beaucoup plus que le 30% que tu mentionnais qui en ont besoin. C'est aussi, en termes de prendre ce médicament-là, ça amène une responsabilité. Et c'est pas vrai que ça doit être pris à la légère, des deux côtés, autant la caféine que le médicament en soi. Tu as tellement raison, puis il faut en plus faire plus d'éducation qu'on en fait. Je pense qu'il faut qu'il y ait une grande campagne. Hein. Je pense, David et Véronica, vous êtes d'accord aussi? Ouais. Vous savez qu'il y a un élève sur 5 au secondaire qui est médicamenté par rapport à ça. Donc, la conséquence de consommer des boissons énergisantes lorsqu'on prend un psychostimulant est tellement grave que ça peut pas être mis en vente libre. On peut pas mettre la responsabilité de ses enfants de gérer ça. Là. Exactement. À la rigueur, pour les adultes, on peut dire, vous êtes des adultes, vous pouvez décider. Mais si on sait qu'il y a une interaction puis un rythme pour la santé publique, moi, je questionne le fait même que ça soit vendu carrément. Mais là, ça sera un autre niveau. On va commencer par nos jeunes, c'est important. Et Guillaume Clich-Rivard, on compte sur vous pour vous lever encore demain à l'Assemblée nationale puis demander de façon urgente. Vous êtes capable. Il y a plus d'1 million de personnes derrière vous. Et des parents. Va travailler fort, puis comme vous l'avez dit, Véronica et David sont nos meilleurs ambassadeurs. Donc on va pousser très fort pour eux, pour Zachary, pour les autres, pour nos jeunes. Je suis de tout cœur avec eux, puis je les remercie de leur prise de parole, évidemment. Merci beaucoup, Guillaume. Merci. Député de Québec solidaire dans Saint-Henri-Sainte-Anne. Véronica, David, je vous envoie nos meilleurs sentiments. Sincèrement, je pense que tout le monde est avec vous. Et on espère qu'il y aura sous peu cette véritable loi Zachary Miron.
Merci. Merci beaucoup de votre tribune. Merci. Merci, je vous embrasse. Merci. Vraiment. Merci d'avoir pris la parole aujourd'hui. Merci bien. Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Alors, ça fait beaucoup réagir les annonces dont on vous a parlé hier de la première ministre Christine Fréchette pour réduire le coût de la vie des Québécois. On peut dire que c'est mitigé comme réaction. Il y a du monde qui sont... On a parlé à Lise hier, qui nous a dit, moi, je suis contente parce que moi, souvent, j'achète des légumes déjà tout préparés. C'est une dame que je pense que Lise devait être à la retraite, puis elle disait, moi, ça va m'aider, ça va me permettre d'économiser, puis 50 $, je vais le prendre. Puis il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit comme ça. Et il y en a presque autant dans un sondage non scientifique là, qui nous disent qu'ils trouvent que c'est vraiment un coup d'épée dans l'eau, que c'est juste une mesure politique et que ça servira pas à réduire la facture de la classe moyenne. C'est ça, et aussi qu'on est dans le déficit dans tout. Voilà. Donc, pourquoi pas utiliser cet argent-là? Ça fait tellement pas de différence, entre guillemets, pour le commun des mortels, mais moi, plutôt, on le sait. Plusieurs personnes, ce 50 $-là peut quand même les toucher beaucoup. Là. Plus quand même 200 $ aussi de mesures pour aider les familles, les ménages plus démunis. Une baisse aussi de 50 $ sur vos droits d'immatriculation. Bon, c'est sûr que mis bout à bout, c'est Éric Girard qui n'était pas trop content parce que là, ça dépasse le petit budget de 250 millions qu'il avait mis de côté pour Mme Fréchette, qui lui a donc rappelé gentiment que c'était elle la bosse. En attendant, hier, vous étiez sans doute, comme nous tous, à regarder le match du Canadien de Montréal, pour ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir des billets du CH ou qui n'étaient pas dehors parmi le public, qui était quand même tranquille hier. Hein? On le voyait pendant les pauses. On a manqué un petit peu d'énergie. Mais bref, toujours est-il qu'à un moment donné, dans notre écran, se met à popper, comme ça, une publicité de sandwich. Si vous ne l'avez pas vue, la voici. Excusez-moi, mon sandwich a vraiment l'air mauvais. Pouvez-vous le changer? Pas de problème. C'est quoi ça? Ça? C'est du changement. Promesses brisées, improvisation, gaspillage de fonds publics. Alors, on va vous décrire, pour ceux qui ont juste... Je voulais juste qu'on entende le... Comme ça. Moi, j'ai trouvé ça hilarant. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça comme... Non, pendant le match, j'avais envie de vomir en regardant ça. En fait, c'est un vieux sandwich. Une cliente qui vient... Bon, évidemment, c'est tout sauf réaliste. Voir si une cliente va venir, mon sandwich a l'air mauvais, pouvez-vous me le changer? Bien oui, certainement. Voyons donc. Mais c'est surtout que c'est un sandwich qui a l'air d'être passé date, c'est sûr. Et on redonne le même sandwich. On fait juste changer, déplacer, le remonter, c'est ça, dans une autre assiette pour prouver que la CAQ, avec Christine Fréchette, ça reste du réchauffé, même si le sandwich est froid. Évidemment, tout de suite, moi, j'ai vu ça comme de la publicité négative, ce qui est un type de publicité, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au lieu de vanter tes mérites, tu vantes les défauts des autres en disant, regardez comment ils sont mauvais, c'est ça ta publicité. C'est bien connu, d'ailleurs, en publicité et en stratégie marketing. On va en discuter avec Louis Aucoin, qui est président stratège principal chez Aucoin Stratégie. Bonjour, Louis. Bonjour Isabelle. Est-ce que as-tu regardé cette pub comme nous tous? Parce que je pense que la première fois qu'elle a été diffusée, c'était hier soir dans le match du Canadien. Là. Donc, c'était bien choisi. Oui, effectivement. Tu voulais toucher le plus grand monde. Oui, c'est ça. Puis même peut-être dire un petit truc qu'on n'a pas entendu à la radio, c'est que dans la publicité, le pain est moisi. Ouais. Dans le sandwich, si vous regardez bien. Puis ça veut dire que c'est fini, c'est passé date, c'est trop vieux, etc. Donc, moi, je trouve que c'est très, très bien réussi. Ça fonctionne bien, le message fonctionne bien. Il y a à peu près rien qui marche pas dans cette publicité-là. C'est 100%, une belle étoile dans ton cahier du Parti québécois. Surtout que pour les partis politiques d'opposition, il n'y en a pas d'oxygène. Je veux dire, on asphyxie. La première ministre prend toute la place, si vous voulez. Donc, et là, on est obligé d'aller en publicité pour avoir un petit peu d'espace. Ah oui, donc pour toi, c'est une publicité efficace. On rentre la rondelle dans le but, on a scoré avec ça.
On a scoré sur la question de l'élection parce que là, le Parti québécois a un petit enjeu parce que on dit, ben, pour vous, là, c'est une question de faire ou non un référendum. C'est ça pour ça que vous vous présentez, etc. Puis le Parti québécois, il rappelle aux électeurs, selon nous, la vraie question de l'élection, c'est est-ce qu'on va réélire ou pas le même gouvernement? Je sais pas si cette question de l'élection va survivre jusqu'au 2 octobre. Mais je sais qu'ils sont les premiers à la poser comme ça, donc il va avoir un effet, c'est définitif. Mais surtout, ça fait diversion chez les souverainistes de toutes les petites dissensions. Là, sur le ton de l'immigration, il y a beaucoup de souverainistes qui ont quitté le Parti québécois parce qu'ils se reconnaissent pas dans la question d'inclusivité, la question d'identité. Bon, ça c'est un problème interne. Après, il y a le problème externe des gens qui disent nous, on veut pas de référendum, voter pour le Parti québécois, c'est ce que ça veut dire. Donc, le Parti québécois nous dit, écoutez, là, arrêtez de vous chicaner à l'interne et à l'externe. La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont repasser la CAQ? Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on est une publicité négative, d'ailleurs, parce que le Parti québécois voit que l'aiguille ne bouge pas, ou quand elle bouge pas dans le sens qu'il voudrait la voir. C'est pour ça qu'on fait des publicités négatives. Hein. C'est pas nécessairement dans un mix. Là. On va revenir sur cet élément jusqu'à temps qu'on est obligé d'en faire. Oui, on va revenir sur cet élément publicité négative. Sur le moment aussi, là, hier soir, Olivier. Oui, n'hésitez pas à nous appeler 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Et là, tu vois, Mylène Delacolle, elle mentionne, elle dit c'est une des meilleures pubs jamais faites dans son cas. Oui, en effet, elle est très bien faite. Mais là, ma question... Est-elle péquiste, Mylène? Est-elle péquiste? C'est la prochaine question, Mylène, dites-nous-les. Mais est-ce que c'est... Moi, à la base, je voyais ça, je me dis, mon Dieu, la CAQ pourrait réagir puis peut-être porter plainte par rapport au message qui est divulgué. T'sais, on met quand même un pain moisi avec le drapeau de la CAQ dessus. Là. C'est assez clair. Bon, ça, écoute, il y a des mots interdits à l'Assemblée nationale, des insultes. Fait que peut-être. Mais je me dis, c'est un visuel à la télé. Mais là où il y a un bon point, effectivement, c'est Louis, c'est de se dire, tu disais publicité négative, ça touche le coche et tout, mais c'est le moment. Tu parlais de campagne électorale, c'est parce qu'on n'est pas officiellement dedans. Et moi, hier, ça a été mon premier étonnement au-delà du bruit de comme ça, un peu dégueu et du moisi vert de sandwich. Je me suis dit, ben voyons qu'ils nous font une pub de campagne électorale hors de cette espèce de cadre très légiféré, d'ailleurs, par le directeur général des élections. C'est hors de ce cadre-là. Je pense que c'est au mois de juillet, là, à partir du mois de juillet, qu'on va avoir le droit de faire de la pub en vue des prochaines élections. Là, on est au mois de mai, là. Oui, ben moi, franchement, là, je trouve pas qu'on est trop tôt pour faire ces pubs-là, Isabelle, je peux vous dire, parce que tu trouves pas ça bon, tu trouves pas ça limite au niveau de la légalité par rapport au directeur général des élections, non? Ben, je pense que c'est au moment où on commence à calculer les dépenses électorales, puis peut-être que le DGE se dit, bon, ben, quand on est si loin de l'élection, ça peut-être pas tant un effet. C'est une bonne question, puis je suis pas un avocat puis je suis un spécialiste légal, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est très clair, c'est qu'on s'en va vers une période d'été où la politique va être au cœur de toutes les conversations, puis dans toutes les couches d'âge. C'est une grosse période. Et quand on est le premier à parler, souvent, on a raison parce que les autres doivent se positionner par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc, le Parti québécois arrive à mettre le gouvernement sur la défensive. Moi, je veux dire, ça, c'est extraordinaire, mais en même temps, il se met un peu la face, l'expression, si vous voulez, se mettre la face dans le carreau, ça veut dire s'expose en même temps à ce qu'on lui dise, ben écoute, c'est peut-être pas vraiment ça. La question de l'élection. Dans cette publicité-là, il y a une chose qui est vraiment intéressante, qui est peut-être un peu subliminale, mais pas tant que ça, vu que vous l'avez nommé déjà 2 ou 3 fois. C'est le bruit qu'on entend qui génère un sentiment de dégoût. La moisissure que visuellement génère un sentiment de dégoût, si vous le regardez. Donc, tout ce sentiment de dégoût-là qui est associé à un parti, sans même qu'on ait besoin de le nommer. Mm-hmm. Donc, on ressent ça. Moi, je trouve ça très, très fort, très, très fort. Et je vois pas, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, ce matin, a été interrogé là-dessus, puis il a dit, vous savez, il y en aura d'autres. Donc, on les attend. Mais moi, je lui recommande de garder quand même cette dynamique-là, ce message-là, parce qu'il est plus rassembleur. Les questions d'identité au Parti québécois, ça divise.
ça rassemble ceux qui sont au Parti québécois, mais ça éloigne ceux qui voudraient y revenir puis qui ne se sentent pas accueillis. Donc, il y a quand même... Mais au Parti québécois, je peux... Si j'ai encore une minute, Isabelle, je veux pas... Donc, je remarquais que dans plusieurs circonscriptions, il y a toutes sortes de candidatures, au moins à l'investiture, qui sont issues de l'immigration. Ouais. Et je sens qu'à un moment donné, on va nous en parler avec peut-être une grande assemblée où on va nous présenter toutes ces candidatures-là en disant, vous dites qu'on n'est pas accueillant, mais regardez tous ces gens de tous les horizons qui nous rejoignent. Donc, je sens venir ça. On a sorti plusieurs commentaires, puis Olivier, il y en a qui rentrent aussi là, depuis tout à l'heure. Sincèrement, effectivement, beaucoup de gens se rallient à ton opinion, Louis, c'est-à-dire que le sandwich pourri fait la job. Il y a Rémi qui dit 8 ans du même sandwich, on en a marre de cette viande qui est rassie. On en a eu assez. Michel dit j'adore. Début de la pub durant la partie du Canadien, je dis wow. Qui est derrière cette pub géniale? Et oui, c'est le PQ, bien ciblé. La vérité exprimée avec humour. Marc-André qui dit je vote pas PQ, mais c'est excellent. Orchidée qui dit j'adore, c'est tellement ça la CAQ. Fait que visiblement, il y a beaucoup de monde d'accord. Mais j'ai un commentaire négatif moi, de mon côté. Ouais, Linda, 187 Cube Radio, elle dit ça ne m'étonne pas du PQ, c'est toujours juste du négatif. PSPP aurait pu recevoir le sandwich et babouiner. Ouais. En mode l'aspect PSPP un petit peu hautain, voire négatif, qui niaise les autres, ben ça se reflète un peu dans cette publication. Mais parlant de PSPP, il a quand même rappelé, Louis Aucoin, je sais pas si tu t'en souviens, à l'époque... Parti québécois, je pense en 1976, on a sorti la pub d'ailleurs. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui rappelait que il dit parce qu'il a un peu réagi quand on lui a dit c'est de la publicité négative. Il dit négatif pas vraiment. Ça c'est tout à fait le genre de pub qu'on faisait. Souvenez-vous donc dans les années 70, fin des années 70 avec le Parti québécois, on a cette pub justement où on voit. Est-ce qu'on entend? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un son? Le patronage, le gaspillage, la corruption généralisée du gouvernement Bourassa. Bon, ça ne peut plus continuer comme ça. Il est grand temps de faire le ménage. On a besoin d'un vrai gouvernement. Le Parti québécois. Le Parti des Québécois. Elle était magnifique, celle-là. Moi, j'aime bien. Celle-là, pour vous, si vous n'avez pas vu à Cube Télé, c'est en fait, il y a une belle fleur de lys sur le plancher. Il y a plein de papiers, toutes sortes de déchets. Et là, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas qui passe le balai quand il dit « c'est le temps de faire le ménage ». Moi, celle-là, je l'aime plus parce que je la trouve un petit peu moins yark au niveau là, du... Moi, ça me dégoûte là, de la bouffe moisie. Un peu moins agressive aussi. Puis elle est comme plus... je sais pas, plus style, respect quand même. Ouais. Bon. Mais là, aujourd'hui, c'est une autre époque. Est-ce que ça témoigne de cette époque que nous vivons, Louis Aucoin, justement? Oh, ben oui, sûrement un petit peu, sûrement moins de décorum. Mais rappelons-nous, en 2014, quand même, les libéraux avaient utilisé l'image de Pauline Marois qui jouait de la casserole. C'est vrai, ben oui. Puis les libéraux avaient été élus majoritaires à la suite de cette campagne-là. Donc, ça fait partie de nos souvenirs. Puis oui, il y en a eu de la publicité négative. Et moi, je vais vous dire, je comprends pas Paul Saint-Pierre Plamondon de tenter de diminuer le côté négatif. C'est il devrait dire oui, c'en est de la publicité négative. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ben oui, assume-le comme tu assumes le référendum. Donc, assume-la, puis oui, on a fait une publicité négative, puis on veut que les choses changent, puis on veut que les gens le réalisent. Bon, mais ça se dit, ça. Et par contre, vous allez en avoir aussi au Parti québécois des publicités négatives contre vous. Et puis, ben là, vous déchirez votre chemise, mais vous la déchirez juste 3 boutons parce que vous vous souviendrez que vous l'avez vous-même fait. Fait que donc, on continue sur cette bonne voie. C'est ce que tu conseilles au PQ? Oui, puis j'ai hâte de voir les autres. On dirait qu'il y a un plan de campagne. On dirait clairement qu'on un axe de communication sur lequel on a l'intention de taper. Donc, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on quand on tape toujours sur le même axe, ben, à la fin, ça va peut-être créer des mimes, des gens qui ont encouragé de dire, ah oui, OK, je le reprends. Puis, je suis certain que si on fouillait un petit peu, là, il y en a déjà quelques mimes, là. Peut-être pas des sandwichs, peut-être d'autres choses, mais enfin, il y en a certainement qui existent déjà. Ça donne le goût parce que c'est trop imagé. Donc, c'est fantastique. J'ai hâte de voir la suite. Fantastique sur le plan des communications, fantastique pour le Parti québécois et fantastique pour aujourd'hui parce que demain, c'est un autre jour. Ça va être toute une campagne électorale en tous les cas, là. Ça donne un avant-goût, là.
Ça donne le goût. Puis ça va être une grosse bataille. Je ne sais pas si on réalise à quel point les directions des communications dans tous les partis politiques travaillent depuis des semaines et des semaines avec des spécialistes, se préparent, se coordonnent. Donc, on va assister à du grand art, moi, je pense, de communication dans les prochains mois jusqu'au mois d'octobre. Ouais, merci beaucoup, Louis. Je tiens à dire que avant même le Parti québécois, dans sa pub négative, j'ai ramené le sandwich à l'ordre du jour. La preuve, mon article de samedi dans les pages du journal. Un show ballonné. Oui, où je disais du ballonné en 2 tranches de pain blanc. La classe moyenne est prise en sandwich. Vous irez lire ça si vous l'avez pas lu, puis on voit, écoute ça là, pour moi, le symbole, 2 pains blancs, du ballonné dans le milieu. Peut-être avec un petit peu de moutarde. De la moutarde avec ça. Hein, la moutarde jaune, la moutarde baseball qui dépasse un peu si tu as les moyens de t'en payer. Mais c'était le symbole de dire... Mais le vôtre est... Vas-y, le vôtre est beaucoup plus appétissant, Isabelle. Quand même. Moins bleu. Ouais, non, oui, le mien, plus. il est quand même... Mais c'était pour montrer que la classe moyenne a peut-être juste les moyens de se payer un sandwich au ballonné, ce qui n'est pas très rassurant. Hey, merci beaucoup, Louis Aucoin. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Salut, à la prochaine. Merci bien, Olivier. Isabelle, Robert de Lévis nous dit « Ne te trompe pas, ce Ouais. n'est pas que le PQ qui commence déjà sa campagne. » Il dit « Madame Fréchette est en campagne électorale depuis qu'elle est en poste. » C'est quand même vrai qu'elle est en mode séduction. Elle n'a pas le choix. Elle doit ramener 8 ans derrière elle en quelques mois. Et ça tombe bien. On en parle tout de suite après ceci. Restez là, tout le monde. Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On vous en a parlé hier, mais on voulait revenir aujourd'hui sur les nouvelles mesures qui ont été annoncées par la première ministre Christine Fréchette. On voulait en discuter avec Pierre Fortin, président de la firme Jean Fortin et Associés, qui est un syndic autorisé en insolvabilité, parce qu'en plus, aujourd'hui, merci d'être là, Pierre, il y a des chiffres qui sont sortis d'Equifax qui nous disent que les cas d'insolvabilité au Canada ont jamais été à leur niveau aussi élevé depuis 2009. Ça continue, donc, de plus en plus de ménages qui continuent d'avoir des difficultés à payer le logement, l'alimentation, les dettes. Fait que mon sandwich ballonné, 2 tranches de pain blanc, puis un petit peu de ballonné dans le milieu. On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Je voulais vous entendre justement parce que ça continue 24 heures plus tard là, de faire beaucoup réagir ces mesures-là. Certains, on a vu Jimmy Jean, l'économiste en chef de Desjardins, dire c'était peut-être pas ça qu'on avait besoin alors qu'on a un déficit important, un peu dans la lignée, dans le fond, de ce qu'Éric Girard, le ministre des Finances, disait. Il y a quand même des gens qui sont d'accord, des gens de la classe moyenne qui disent, ben regarde, on va tout prendre parce que pourquoi pas. Comment vous voyez ça, vous, Pierre, qui êtes justement aux premières loges pour voir les gens, la façon dont ils vivent, avec leur budget de plus en plus réduit quand même? Ouais, ben je suis venu à penser que le gouvernement, il y a très peu de choses qu'on peut faire. Si on regarde la mesure du gouvernement fédéral qui a baissé de 10 sous la taxe d'accise sur l'essence, lorsqu'il l'a fait, le litre était à 1,90. Aujourd'hui, il est à 1,93. Donc, est-ce qu'il aurait été à 2,3 si on n'avait pas baissé la taxe? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce que nous disait un expert hier, justement. Ben, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, ben, ceux qui se promènent avec des gros V8, ben, paient 10 cents le litre de moins parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Fait que le problème, c'est quand on saupoudre comme on fait aujourd'hui ou hier, comme on l'a annoncé, c'est que on donne trop à ceux qui en ont pas besoin, puis on donne pas assez à ceux qui en ont trop besoin. Donc, la seule mesure pour moi qui était vraiment avantageuse pour ceux qui en ont vraiment besoin, c'est ce que le crédit à la solidarité, parce que ça, on a déjà là, ce crédit-là n'est disponible qu'à ceux qui ont des faibles revenus. Ouais. Donc là, on vient vraiment aider, beaucoup plus que la taxe sur l'immutation, où est-ce que là, on se dit, on va aider un futur propriétaire de maison, OK, mais est-ce que ses parents l'aident? Est-ce que ses parents sont fortunés? Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'aide, alors que beaucoup de locataires ont besoin d'aide aussi? Est-ce que posséder les titres de propriété d'une maison, ça fait partie des besoins essentiels? Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est un plus. Ou il n'y a pas plutôt là, des aides pour contrôler les loyers, comme certains groupes le demandent? Exactement. Ou favoriser la construction, peut-être faire attention aux normes de construction. Exactement. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons. Plutôt que stimuler la demande, c'est stimuler l'offre. Donc, je pense qu'on s'y prend un peu mal. Puis je lisais dans la presse ce matin que c'était comme $1 par jour là, que ça va donner à tout le monde, tous les Québécois. Mais $1 par jour, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc, alors qu'on sait que ça coûte très cher au Trésor québécois.
En janvier, on avait le plus bas taux de chômage dans le pays. On est à 5,2. Aujourd'hui, c'est 6,2 en avril. Ouais. Donc, moi, je pense que le gouvernement, concentrez-vous sur les besoins essentiels, les routes, les écoles, les hôpitaux et créer de l'emploi. Quand on travaille, au moins, on se donne une chance de passer à travers. Mais le gouvernement ne peut pas régler tous les maux et tous les problèmes financiers des Québécois en lançant de l'argent comme ça à tout vent. Ouais, donc pour vous, de ce que je comprends, c'est que on aurait pu s'en passer de ces mesures-là. Oui, d'être plus ciblé. Ouais. On est quand même la province la plus taxée en Amérique du Nord, mais il y a des façons, je pense, d'aider vraiment ceux qui en ont besoin plutôt que d'envoyer un peu d'argent à tout le monde qui vote. Les auditeurs nous posent des questions 187 Cube Radio. Donc, c'est des mesures qui étaient purement électorales, dans un sens. Ben écoutez, il y a une question de timing dans tout ça aussi, là. T'sais, les élections, c'est en octobre. On l'a vu aussi dans le passé où est-ce qu'on envoyait des chèques, mais envoyer des chèques, comme je vous dis, on envoyait des chèques à tous ceux, je pense, qui faisaient 110 000 et moins. Ouais. Ben, si tu fais 109 000 par année, as-tu vraiment besoin d'un chèque de 500 $? C'est le fun, mais tu sais, cet argent-là, il est vite dépensé. Puis c'est dans le compte général, puis à ce moment-là, on le voit pas vraiment passer, mais ça coûte des milliards au Trésor québécois. Sur les droits d'immatriculation, il y a vraiment eu des augmentations récurrentes là, depuis oui, un véhicule de luxe, c'est 40 000 et plus, alors qu'on tient pas compte de l'inflation du coût d'une auto bien normale, c'est peut-être 50 000. Fait que déjà, on paye une taxe de luxe sur des véhicules donc, qui sont de plus de valeur. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas comme quelque chose, d'abord, ça indiquait de la part de Christine Fréchette, c'est de montrer que elle n'est pas non plus comme François Legault à l'époque ou comme c'est des décisions différentes aussi. Là. Oui, on a choisi des produits différents, on a détaxé des produits. Individuellement, il n'y a rien de mauvais. Puis comme disait l'auditeur tout à l'heure, écoute, moi, je vais prendre ce qu'on me donne parce que déjà, je trouve que j'en paye beaucoup. Sauf est-ce que c'est la meilleure façon? Ben là, puis là, c'est une question de choix. Après ça, en octobre, on ira voter, puis on votera pour ce qu'on veut puis ce qu'on souhaite. Fait que c'est toujours une question de choix. Mais quand je vois, moi, que c'est un peu tout le monde qui en bénéficie, c'est là, des fois, que je décroche un peu parce que je me dis, ben, c'est peut-être pas... On aurait pu faire mieux. Donc. On aurait pu faire probablement mieux. Sur la question de la bouffe, toutefois, moi, je trouvais, puis c'est un peu ce que nous disait Sylvain Charlebois, avec qui on a parlé hier, parce que c'est une de ses suggestions depuis quelques années, de dire comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont taxées parce qu'il y en a 6, mais 5, puis si c'est 6, ben là, t'as plus de taxes. Quand c'est emballé individuellement, c'est taxable. Ça devenait compliqué pour certains produits, même si, franchement, la majorité des produits alimentaires, de la bouffe, est non taxable. Il y avait encore certaines questions qu'on pouvait poser. Ça devenait mêlant pour certaines personnes. Et il y a aussi le principe de dire la nourriture ne devrait pas être taxable parce que la nourriture, c'est un besoin essentiel. C'est un besoin essentiel. Oui, mais lorsqu'elle est transformée, lorsqu'on la jette dans un repas tout fait, tout cuit... Ça reste la bouffe. Oui, ça reste la nourriture. Mais comme je vous dis, c'est une question de choix. C'est des choix, ça. La seule affaire, c'est qu'on regarde toujours, il y a un coût de rattaché à ça. Ben, on le sait, on est dans le rouge partout. Donc, c'est une question de choix. Puis, mes commentaires sont mes commentaires personnels aussi, parce que je prétends pas non plus avoir mais c'est intéressant une expertise de voir, particulière. Oui, puis Diane pense pas mal la même chose. Elle dit, on donnait l'exemple des légumes puis des fruits pré-coupés, là, déjà en format, prêts à manger directement. Là. Elle dit, j'ai jamais acheté, moi, de légumes coupés, car j'ai jamais eu les moyens. Mais puis ça n'est pas essentiel non plus. Réellement tout le monde. C'est ça. C'est peut-être pas essentiel non plus. On peut les acheter non coupés, les couper soi-même. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. Les personnes âgées qui devraient vraiment manger autant de légumes que nécessaire. Des fois, avec l'arthrose, toutes les maladies de la vieillesse qui, parfois, font en sorte que tu as de la misère à couper des légumes. Tu sais, c'est niaiseux, on y pense pas, là. Non. Mais c'est vrai, couper des carottes, couper des patates, je vous le dis, à partir d'un certain âge, c'est pas toujours évident. Fait que il y a des gens qui m'ont écrit ça, puis je trouvais que c'était tout à fait sensé. On trouvera toujours une raison. Là, oui, pour justifier. Exactement. Selon Equifax, il y a des cas d'insolvabilité au Canada qui sont consternants. Là. Le plus haut niveau depuis 2009. De plus en plus de ménages qui ont de la misère à payer leurs besoins de base. On vient d'en parler, alimentation, le logement, les dettes là-dedans. Vous arrivez quand il s'agit là, d'insolvabilité. Et justement, chez les propriétaires, ça a bondi de plus de 11%
par rapport au dernier trimestre de l'année dernière, c'est-à-dire l'automne-hiver 25, il y a 90% de ces personnes-là qui ont décidé d'opter pour la proposition de consommateur. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à travers les moins bonnes. Je voulais votre analyse de tout ça, Pierre Fortin. C'est ça, c'est que 11% d'augmentation, c'est beaucoup. C'est énorme, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le logement qui est le gros problème. Puis la preuve, c'est que c'est les augmentations les plus fortes qu'on a vécues depuis 2009. C'est vraiment Ontario, Colombie-Britannique, parce que c'est là que les maisons sont plus chères, valent en moyenne 40% de plus qu'ici au Québec. Et c'est là qu'on voit des augmentations de 15%, alors qu'au Québec, on est à 3%. Par rapport à l'année passée. Okay. Donc, au Québec, c'est beaucoup moins parce que, justement, les maisons valent moins cher, le sol hypothécaire est moins élevé, donc ça pèse moins lourd dans le budget. Et tous les renouvellements hypothécaires, l'année 2026, on le dit depuis longtemps que c'était l'année vraiment charnière parce que c'est l'année où est-ce que tous ceux qui avaient un taux d'hypothèque, qui avaient une hypothèque fermée 5 ans, avaient signé en 2021, donc en pleine pandémie, alors que les taux étaient à leur plus bas. On payait en moyenne 1,8% d'intérêt sur notre hypothèque sur 5 ans. Arrive 2026, le renouvellement, et là, en moyenne, c'est 3,8, entre 3,8 et 4,2. Donc là, on passe du kit au double. Ça veut pas dire que les paiements sont du kit au double et les gens ont pu extensionner l'amortissement et tout, mais le paiement hypothécaire pèse aujourd'hui plus lourd pour tous ceux qui ont renouvelé en 2026. Donc ça a été un premier choc. L'essence, ça paraît pas, là, mais c'est comme le phénomène de la goutte. Oui, mais ça paraît, mais si c'est ça, mettons que c'est 40, 50 $, mais c'est la goutte, tu sais, le phénomène de la goutte qui dit c'est une autre affaire qui coûte plus cher, puis on voit pas le bout non plus, on voit pas la fin de la guerre, on voit pas quand est-ce que l'essence va. Je trouve que c'est ce qui paraît le plus. Oui, mais pour moi, je le vois à la pompe, je vais comme, voyons donc, soudainement, est-ce que mon réservoir est plus gourmand? Non, c'est 10, 15, 20 $ de plus par semaine. Donc, c'est vraiment le phénomène de la goutte. Donc, on a eu une augmentation à tous les niveaux. Les propriétaires, ça pèse un peu plus lourd, mais là où je dis que c'est quand même bon, c'est que c'est 9 dossiers sur 10 qu'on dépose. Pour des propriétaires, c'est des propositions. Les propositions, c'est quoi? C'est une offre de règlement que le syndic négocie avec les créanciers pour réduire l'endettement à la baisse, à un niveau qui est acceptable. C'est-à-dire, les gens font pas faillite. Exactement. Perdent pas leurs biens. L'impact au niveau du crédit est là, mais est moins grand. Donc, et juste le fait de dire, je n'ai pas fait faillite, là, ça vaut de l'argent en tabarouette. Psychologiquement, pour les gens. Mais combien ça vaut qu'on calcule si ça vaut ça? Non, mais psychologiquement, puis moi, des fois, ça arrive des gens, la personne a 35 ans, je dis, regarde, la proposition va te coûter un peu plus cher parce qu'il faut offrir un peu plus aux créanciers qu'une faillite, va prendre plus de temps parce qu'on paye sur 5 ans, mais c'est ce que je te recommande parce que si dans 10 ans, 15 ans, tu as des gros problèmes financiers, tu as parti une entreprise, ça n'a pas marché, tu te divorces, tu vas être très heureux de ne pas avoir fait une première faillite parce que la première est correcte, mais la deuxième, elle coûte cher. La deuxième, elle reste longtemps au bureau de crédit, elle coûte plus cher, elle dure plus longtemps. Donc, la meilleure façon de ne pas faire une deuxième faillite, c'est de ne pas faire une première. Mais y a-tu beaucoup de monde qui font des deuxièmes faillites? Ben, c'est un dossier sur 5. Fait que c'est 20% des personnes qui viennent voir pour des faillites sont en deuxième faillite, mais c'est avec le temps. Est-ce qu'on a un montant moyen, Pierre, de faillite, le montant là, pour lequel les gens font faillite? La moyenne des dettes, c'est à peu près 30 000 $ en moyenne. La première fois comme la deuxième fois, c'est les mêmes montants. La deuxième, mais tu sais, c'est sur du long terme. Fait que la meilleure façon de pas en faire une deuxième, c'est pas d'en faire une première. Donc, 20% du monde qui font 2 faillites. Y a-tu du monde qui font 3 faillites? Oui, mais c'est quand même une minorité, c'est à peu près 5%. Mais là, on tombe dans les... Mais tu sais, on parle de faillite, là, mais ça le réduit depuis la pandémie au Québec de moitié. On fait la moitié moins de faillites au Québec qu'on en faisait en 2019. Mais plus de propositions aux consommateurs qu'on appelle. Exactement. Hein? Et au Québec, on est encore à moins 10% du volume de dossiers qu'on faisait en 2019, avant la pandémie, alors qu'en Ontario, c'est 20% de plus. Fait que eux, vraiment, ça l'a explosé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un petit peu plus endettés au niveau du crédit à la consommation, parce que les maisons valaient plus cher, pesaient plus lourdement dans le budget. Donc, ont été... Puis leur taux de chômage aussi, dans le sud de l'Ontario, on parle du 7,5% de taux de chômage, alors qu'au Québec, on est... À cause de l'industrie automobile, beaucoup. Exactement, qui a été durement touchée. Donc, économiquement, au Québec, c'était la meilleure province pour vivre au niveau économique. Mais là, ça se dégrade tranquillement. C'est pas la faute nécessairement des gouvernements en place avec tout ce qui se passe au sud du pays, mais c'est une réalité quand même. Donc, la situation se dégrade, le taux de chômage augmente. Donc, c'est là qu'il faut vraiment, je pense, faire preuve de prudence. Parce que c'est pas le gouvernement qui va nous lancer une bouée, c'est pas la pièce par jour que le gouvernement vient de nous donner qui va changer la donne, mais c'est vraiment dans toutes les décisions qu'on prend, dans les
j'ai un achat à faire sur Internet. Là, j'ai le choix. Là, en bas, c'est marqué, vous pouvez payer en 4 versements là, sur 6 semaines. Je ne prends pas ça. Est-ce que si j'arrive pour payer ma carte de crédit, bon, j'ai pas l'argent, je mets ça sur la carte de crédit, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai pas l'argent pour le payer. Est-ce que je veux vraiment payer 20%? Ben, c'est ça. C'est de faire preuve de prudence, d'essayer de réduire la consommation au minimum juste pour passer à travers cette mauvaise passe-là. Ouais. Et la situation, au Québec surtout, est beaucoup moins critique que dans le reste du pays, mais quand même, quand on est touché personnellement, même si c'est moins pire qu'ailleurs, quand on est touché personnellement, c'est déjà beaucoup, puis c'est déjà ce qu'on souhaite pas. Ouais, Olivier? Un gros témoignage, là, je suis en train de le lire en même temps, mais je vais vous lire en temps réel. Là. Pourquoi vous commentez sur la taxe sur les peanuts, c'est-à-dire comme si c'était des peanuts, comme si c'était rien? Il dit, moi, je paie beaucoup de taxes, je suis un citoyen comme les autres. C'est pour ça que le gouvernement a de l'argent. Mais c'est correct de nous en soutirer plus parce que vous pensez que j'en ai assez. Vous voyez rien de mauvais là-dedans? Il dit, j'ai travaillé et je continue de travailler fort et payer mes taxes. Les pauvres, là, ils utilisent des termes assez directs, là, mais les pauvres pleins de tatous, mangent avec Uber Eats, fument, vont à SQDC, chiens, chats, plein d'enfants. Et après ça, moi, je vais au Super C ou au Costco pour économiser. Je dois payer plus. Tellement tanné de ces arguments-là. Allez vous éduquer, trouvez une bonne job professionnelle, travaillez fort, mettez de l'argent de côté, pas de vacances et investissez. Moi, je le fais. Pourquoi les autres sont pas capables? Et ça, c'est un cri du cœur, ça. Je peux comprendre un peu sa vision des choses. C'est sûr qu'il généralise peut-être un petit peu. Mais c'est vrai que c'est plus le tatoué non plus. Et avec mais c'est toujours la notion quand même de dire faut travailler fort, payer des taxes, puis si tu travailles pas fort, t'arriveras pas, puis moi je veux pas payer pour toi d'une certaine façon, si je comprends bien. Oui, mais c'est l'aspect aussi que la consommation a jamais été aussi grande présentement. Là, si on se fie juste à l'Auto-Québec, à l'alcool, il parle de la SQDC ici, il y a plein de facteurs comme ça que c'est vrai quand on regarde autour de nous, les gens semblent vouloir avoir... Ils ont beaucoup de béquilles. Ils semblent beaucoup aller en voyage, se payer plein de trips, aller au Canadien à 10 000 $. Tu sais, je comprends cet aspect-là. Faut juste, puis j'en paye aussi beaucoup de taxes, mais il faut quand même faire attention aux stéréotypes parce que on ne naît pas tous avec les mêmes opportunités. Et ça, là... Il y a beaucoup de jugements, moi, je trouve. Tous les jours, j'en vois des gens... J'ai passé, à un moment donné, il y a 2 semaines, 12 heures à l'urgence. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, avec les mêmes parents qui peuvent nous envoyer dans des écoles privées pour avoir une excellente éducation, pour après ça faire des études puis bien gagner notre vie. Et ça, c'est comme les stéréotypes où est-ce que le monde qui font faillite, ils n'ont pas d'allure, ils sont pas occupés de ces affaires. C'est tellement loin de la réalité. Là, quand ils viennent chez nous, ils sont gênés. Ils n'ont pas souhaité ça, puis il y a 60% des cas qui sont des cas divorce, perte d'emploi, business qui n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup de cas qui sont à l'extérieur de ce que les gens auraient pu faire. Ils n'ont pas vu ça venir. Puis tu sais, les gens vont dire, ouais, mais les gens, pourquoi ils s'endettent? Pourquoi ils s'endettent? Pourquoi aussi, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que les banques prêtent autant? Tu sais, il y a une responsabilité partagée dans tout ça. Exactement. Puis un consommateur, là, il est endetté. Pourquoi? Parce qu'il peut s'endetter. Fait que la banque a donné... Puis là, je ne veux pas parler contre les banques, là, mais... je ne vais pas mettre tout le monde à dos, mais tu sais, c'est la 6e carte de crédit qu'on a accordée à quelqu'un alors que les 5 autres étaient loadées, là. Tu sais, la banque qui a donné cette 6e carte-là, elle savait là, qu'il y avait 5 cartes. Là. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment aidé la personne en y en donnant une 6e? On a juste étiré l'élastique pour dire, on te laisse survivre un autre 6 mois, mais tu vas finir quand même par faire une proposition ou une faillite. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Donc, puis à ce moment-là, on te coupera. On rappellera ton prêt. Mais durant le temps que tu auras payé le paiement minimum, moi, je vais avoir fait de l'argent. Fait que moi, je me tiens loin de ça parce que moi, je me compte extrêmement vous faites quoi? Vous avez de l'argent sous votre matelas? Comment vous faites? Mais moi, je me compte très privilégié. J'ai eu la chance. J'ai eu des parents avant moi. Puis j'ai eu le droit à une éducation, une bonne éducation. Oui, j'ai travaillé fort. Oui, j'en paye des taxes. Mais je me dis, on est quand même dans la... En tout cas, moi, je me considère dans la partie privilégiée de la société. Mais c'est pas tout le monde qui font ça. Il y en a beaucoup qui travaillent très fort, qui travaillent au salaire minimum, qui en arrachent, qui ont besoin de trouver un loyer, qui n'ont pas été chanceux dans la vie, qui ont eu des mauvaises fréquentations, tu sais, des femmes qui ont vécu des situations dramatiques qui est venue affecter au niveau de leur estime de soi, qui fait que tu as de la misère après ça, t'as relevé. Il y a un paquet de raisons qui va justifier, selon moi, à mon humble avis, encore là, c'est des opinions très personnelles, là, mais qui va justifier pourquoi toi, tu as plus de misère à t'en sortir. Puis c'est pas juste une question de bonne volonté, de travail et tout.
il y a un paquet d'autres facteurs. Tellement. J'ai une bonne question très, très rapide. Quelqu'un demande comment vous faites de l'argent, vous, les firmes, les firmes de syndic autorisés en insolvabilité. Oui, exactement. C'est un mot, comment vous faites cet argent-là? Oui, c'est à même les sommes qui sont offertes aux créanciers. Donc, c'est une loi qui prévoit ça. Donc, si on fait une offre de règlement aux créanciers, les créanciers savent qu'ils doivent payer les frais de la procédure parce qu'ils savent qu'en bout de ligne, de toute façon, ça va donner plus qu'une faillite. Dans la faillite, c'est des contributions mensuelles qui sont faites par la personne qui fait faillite sur une période de temps, sur 9, 24 ou 36 mois. Fait que c'est des petits montants relativement qui n'ont pas vraiment rapport avec l'endettement. On peut devoir 50 000 puis quand même payer 1 800 $. On peut devoir 20 000 payer le même 1 800. Donc, c'est une question fait, c'est des frais qui sont prévus par la loi puis qu'on se paye à même les sommes qui sont offertes aux créanciers. Pierre Fortin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Très ça fait intéressant. beaucoup réagir. Même Ginette de l'Estrie qui nous envoie un doigt d'honneur avec un emoji. Sais-tu bien ça? J'ai-tu bien vu? Ben, écoute, Isabelle. Faut trier, hein, c'est ça mon emploi, que parfois je dois trier. Voilà. Est-ce que je dis ce que j'ai envie de dire depuis hier? Que la personne qui m'a dit je souhaite qu'il y ait un missile iranien qui t'explose dans la gueule, mon espèce de... Puis je vous passe... Oui, on peut-tu lui dire de juste comme en gros, arrêter de nous écrire? Appel à tous, quand vous nous écrivez, ça nous fait plaisir de vous lire, mais vous êtes nombreux. On vous lit, là. Vous êtes nombreux, on crée ce sentiment d'intimité avec vous, mais vous êtes plusieurs, puis on vous lit. Parfois, non, mais c'est quand même raide. Tu vois l'image? Ben oui. J'aimerais ça. Je souhaite qu'un missile iranien t'explose dans la gueule, qui m'écrit. Exact. Donc, si vous voulez le meilleur résultat, je veux dire, en ondes, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure manière aussi pas vraiment. de créer vraiment, l'entrain. Voilà. Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien de le voilà, dire. C'est dit. Voilà, c'est bien dit. Alors que cette personne, je pense que vous savez qui c'est. S'il vous plaît, arrêtez de nous écrire. Ça ne sert à rien. Vous polluez notre messagerie. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir, Isabelle. On s'arrête ici. Tout de suite après, on va parler un peu de santé. On traite beaucoup de sujets de santé à cette émission et pour cause, ça nous coûte vraiment pas mal d'argent. Et là, il y a un perfusionniste qui nous a écrit il y a quelques temps pour nous dire à quel point il y avait une pénurie de ces professionnels de la santé. On lui parle tout de suite après ceci. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Yannick Pinard est président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Il nous a écrit il y a quelques semaines. C'est un spécialiste qui exerce depuis 2012 et il nous a écrit pour nous parler du manque de perfusionnistes cliniques. En fait, le Québec fait face à une pénurie assez critique de ces spécialistes essentiels qui opèrent la machine cœur-poumon durant les chirurgies cardiaques. On parle beaucoup de chirurgie cardiaque en ce moment, là. Et sur environ 70 postes, il y en aura au moins plus d'une vingtaine là, qui seraient vacants. Résultat, il y a plusieurs hôpitaux qui sont obligés de réduire ou de reporter carrément des interventions. Yannick Pinard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Yannick, expliquez-moi un peu ce qui se passe dans votre spécialité, là, les perfusionnistes cliniques. En fait, comme vous l'avez nommé, c'est tout à fait juste. Là, on est pris depuis plusieurs années avec une pénurie qui ne cesse de s'empirer là, année après année, mois après mois, et ces temps-ci, c'est même semaine après semaine. Ça fait les gens quittent essentiellement pour trois grandes raisons. Soit on a des personnes qui sont près de la retraite, donc des personnes qui sont rendues à la retraite, mais essentiellement les principales raisons, c'est que les gens quittent à l'extérieur de la province à cause de l'énorme écart dans les conditions de travail qui sont offertes au Québec en comparaison avec les autres provinces, puis l'écart est encore plus grand aux États-Unis. Sinon, l'autre raison, c'est que les conditions, la qualité de vie est très, très, très difficile à cause de cette pénurie-là, parce qu'on essaie de permettre le maximum de chirurgie dans la population au Québec, mais c'est difficile et à un certain moment, les gens s'épuisent. Là. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait, avant d'aller plus loin, un perfusionniste clinique? Là, je disais, c'est vous travaillez, vous opérez la machine cœur-poumon durant les chirurgies cardiaques, certaines chirurgies thoraciques compliquées, je pense aussi. Expliquez-nous un petit peu là, rapidement, sans rentrer dans trop de détails pour pas nous perdre, là, mais juste pour qu'on sache un peu c'est quoi votre travail, en gros, Yannick. Oui, c'est normal, puis ça reste quand même assez obscur. Là, c'est ça qu'on travaille essentiellement dans les salles d'opération pendant les chirurgies cardiaques.
essentiellement, le perfusionniste, c'est la personne qui remplace temporairement la fonction du cœur et des poumons à l'aide d'un appareil qu'on appelle la machine cœur-poumon ou la circulation extracorporelle. Donc, on permet aux chirurgiens de pouvoir faire l'opération, réparer le cœur d'une personne, tout en maintenant cette personne-là en vie là, de façon sécuritaire. OK, donc c'est essentiel, on comprend bien. Ça nous donne l'occasion de poser la question à nos auditeurs, d'ailleurs, Olivier. Oui, êtes-vous en attente d'une chirurgie ou connaissez-vous peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en attente d'une chirurgie? Appelez-nous 1-877-827-2346, 187-CUB-RADIO. Déjà, il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit que c'est très stressant d'entendre ça, étant donné que lui-même, il est à cœur ouvert. Ben oui, il est en attente d'une chirurgie à cœur ouvert. C'est quelque chose, ça, les chirurgies à cœur ouvert, Yannick? Oui, tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis déjà plusieurs années. Puis on a l'appui aussi de plusieurs associations médicales, des chirurgiens cardiaques, des cardiologues, de la Fédération des médecins spécialistes qui nous aident aussi. On essaie de se faire entendre parce que l'impact sur la population, elle est direct. Plus on tarde à avoir une opération dans les délais qui sont recommandés, plus on s'expose à des complications ou des situations plus graves. Donc, on essaie de maximiser le nombre de chirurgies, mais c'est un système qui est fragile. On manque de monde, puis le monde qui reste s'en vont. Et ça fait longtemps qu'on l'explique, on essaie de se faire entendre de toutes les façons possibles et imaginables, mais ça reste qu'on est aux prises encore avec un départ, donc. Ben oui, exactement. C'est comme si on vous entendait pas. Vous m'avez écrit, je vous avoue que ça nous a beaucoup interpellés avec Florence. Vous m'avez écrit l'an dernier, 80 patients sont morts sur la liste d'attente faute d'avoir accès à une chirurgie dans un délai médicalement raisonnable. Et là, vous m'écrivez, ce nombre sera supérieur à 100 pour l'année en cours. Nous, les 100 personnes qui vont mourir sur la liste d'attente, parce qu'ils n'ont pas accès à une chirurgie dans des délais médicalement raisonnables. Puis vous dites, nous, on est 75 perfusionnistes au Québec. On est au bout du rouleau. Vous dites, personne ne se soucie de nous. On nous ignore. C'est grave, là. Oui, bien, c'est sûr que on est un petit groupe de travailleurs, là. On est présentement autour de 65 sur un idéal de 90 personnes pour être capable de tout faire le travail. C'est des petits nombres, mais chaque personne influence directement la quantité de chirurgie qui va être faite dans une année. Et oui, ça reste grave quand même, parce que je pense qu'on a une place importante dans le réseau, même si elle est méconnue, mais il faut nous donner les moyens d'y arriver. Et on a essayé de regarder tout ce qui était possible pour améliorer la situation. Et il n'y a rien qui se passe? Ben non, absolument pas. Puis là, je disais 70, quand vous m'avez écrit, il y en avait plus des perfusionnistes que vous le dites aujourd'hui, mais je pense que vous en avez perdu depuis en chemin, là. Il y en a 2 qui ont quitté pour une autre province, je pense que c'est la Saskatchewan, c'est ça? Oui, exactement. Il y a une personne qui s'est réorientée complètement, qui a lâché le milieu parce que c'est trop difficile. Les conditions sont pas évidentes. Et il y a une personne qui est partie en Saskatchewan pour des conditions plus avantageuses. Puis, et ça, c'est une excellente. Ouais. Puis il y a 2 personnes qui sont en arrêt de maladie aussi, qui ont quitté, qui sont retournées à la maison parce qu'elles sont en arrêt. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de vos conditions déplorables, des conditions de travail, conditions salariales. Combien ça gagne un perfusionniste au Québec comparativement à un perfusionniste justement en Saskatchewan ou ailleurs au Canada, là? C'est une bonne question. Puis ça, il y a une grosse variation, mais ici au Québec, quelqu'un qui commence dans la profession va gagner environ 30-35 $ de l'heure pour 5 ans d'université. Et en comparaison au maximum du salaire, là, avec l'ancienneté, on est présentement environ 57 $ de l'heure. Ça, il faut comprendre que ça représente, quand on compare avec la moyenne canadienne, et ça a été vérifié par plusieurs personnes de façon indépendante, on est 26% en dessous du salaire moyen d'un perfusionniste ailleurs au Canada. L'écart est encore plus gros quand on compare avec nos collègues au sud de la frontière. Donc, ça peut être facile de convaincre des personnes de faire le pont là, pour quitter le Québec. Et donc, c'est ça essentiellement.
notre rémunération est inférieure et les conditions qui viennent avec sont plus difficiles à tolérer. Là. Vous dites l'année dernière, en 2025, là, et il y a entre 67 et 79 patients qui sont morts en attente de chirurgie parce qu'il manquait de perfusionnistes? Entre autres, oui, c'est sûr qu'il y a quelques cas isolés qui peuvent avoir d'autres explications, mais ce que l'Association des chirurgiens cardiaques et des cardiologues aussi recense à travers ces recensements-là, c'est pas la disponibilité des salles ou des chirurgiens, ça a été bien démontré, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre spécialisée, dont les perfusionnistes. Ouais. Ouais. Là, donc, plusieurs chirurgies sont simplement pas planifiées parce qu'il n'y a pas assez de perfusionnistes pour y arriver. C'est fou, là. Beaucoup de commentaires. Ben oui, mais laissez-moi rappeler le cas de Dr Caroline Lemoine, qui était surspécialisée, hein, qui avait étudié à Chicago. 3 surspécialités. Absolument, et qui s'occupait entre autres des enfants, des opérations complexes. Et là, on lui a dit, est-ce que tu peux maximiser ton temps? Parce qu'elle faisait beaucoup de paperasse présentement et elle disait exactement ça. C'était pas une question de chirurgien, c'était pas une question de... En fait, oui, manque de salles, mais c'était beaucoup plus sur la main-d'œuvre spécialisée qui n'était pas présente pour lui permettre d'exercer ici au Québec. Elle reste parce qu'elle aime le Québec, elle le mentionnait. Et le fait aussi qu'il y a quand même 2 tiers des salles qui sont fermées là, de chirurgie. Et aussi que c'est une des seules, en fait, c'est la seule canadienne qui était capable de faire certaines opérations. Mais quand même, ça en dit long là, sur le... On maximise pas ce qu'on a sous la main présentement, puis en même temps... C'est même pire que ça, parce que ce que vous nous dites, Yannick Pinard, puis je rappelle, vous êtes le président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec, c'est que là, vous avez fait savoir, donc, à Santé Québec, votre situation, vous êtes en moyenne pression, vous dites, on nous entend pas. Là, pendant ce temps-là, les gens meurent en attente d'une chirurgie parce qu'il manque des perfusionnistes. Et Santé Québec fait la sourde oreille. Comment ça se fait je pense que les patients du Québec méritent mieux que ça, là? Absolument. En fait, j'ai l'impression que c'est rendu une guerre de principe. Ce qu'on nous dit, c'est que le problème est connu et compris. Donc, dans un certain sens, j'imagine que le message s'est rendu. Mais il semble qu'il y a une absence de volonté de régler la situation à court terme. Puis ça, on se l'explique très mal. Et pourtant, on a fait nos devoirs de communication depuis plusieurs années. Et même juste pour illustrer le conflit dans lequel on se jette, on a reçu des mises en demeure du gouvernement, du Conseil patronal de négociation, l'entité qui négocie pour les conditions de travail, pour nous empêcher de les contacter, alors qu'on voulait... c'était pas des insultes, là, je veux dire, c'était simplement un dialogue pour être capable de se faire entendre. Donc, ça met un doigt sur le bobo qu'on essaie de s'exprimer, puis c'est au bénéfice de la population. On fait ça pour être capable de donner plus de chirurgie, d'offrir un meilleur service à la population, puis aussi de limiter la détresse chez les personnes qui restent au travail aussi, parce que ça devient très, très, très difficile à supporter. Déjà que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas communiquer avec eux. Donc, on se l'exprime vraiment mal. On a des solutions concrètes. Rien qui est magique non plus, là, des choses qui existent déjà dans le réseau. Et de ce que je comprends, Yannick, le seul programme pour les perfusionnistes, il se donne à l'Université de Montréal. Je pense que comme geste, tous les perfusionnistes du comité perfusionniste ont remis leur démission. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cours qui sont donnés. Expliquez-moi rapidement un peu, parce que je pense que cette année, techniquement, il y aura juste 3 finissants. Vous êtes déjà pas beaucoup, les perfusionnistes cliniques, là, 65. Ça veut dire que c'est sûr que dans certains endroits, il doit en manquer au Québec, là. Ça, c'est des moyens de pression bien concrets. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Un peu tout ça, là, rapidement. Ben, c'est sûr qu'il faut comprendre que, comme je l'ai expliqué, on a multiplié toutes les démarches pour se faire entendre, pour être compris. Là, ça fait déjà plusieurs années. On voit, si vous me permettez l'expression, le bateau qui coule depuis quand même longtemps, et ça s'aggrave et ça devient juste de pire en pire. Puis on voit aussi en parallèle que c'est comme un panier percé. Pour donner une idée, dans les 5 dernières années, on a environ 50% des personnes qu'on a graduées qui ont quitté le Québec, qui pratiquent plus la perfusion. Donc, ça montre qu'on forme présentement relativement dans le vide au profit des autres provinces. Et ça nous aide pas. Puis on comprend que le problème de fond, ce qui explique les départs, c'est un petit monde, hein, on a eu la chance de discuter
discuter. Et c'est vraiment les conditions, les conditions salariales. C'est sûr que ça n'a pas été assez pour les retenir. Il n'y a pas eu... Et vous faites, ce que vous nous dites, c'est que vous faites 50% de plus de salaire à l'extérieur. Au Québec, là, votre salaire, il est à peu près ça? Pour plusieurs personnes, oui, c'est exactement ça, oui. Donc, on est un peu dans cette situation-là où on est conscient que c'est difficile d'aller publiquement dire que on a besoin de conditions plus robustes, de conditions de travail plus robustes, mais en même temps, c'est la racine première de pourquoi les gens quittent la profession à l'extérieur de la province. Et je fais le parallèle avec ce que j'ai vu aussi dans l'actualité dernièrement et une situation qui est connue. Par exemple, en Outaouais, dû à la proximité avec l'Ontario, il y a plusieurs mesures temporaires et récurrentes qui sont proposées pour augmenter l'attractivité, être plus compétitif. Et ça, c'est proposé à plusieurs types d'emplois. Donc, c'était une proposition qu'on avait aussi pour se dire si ça peut s'appliquer à une région ou du moins dans un contexte particulier, la situation est tout égale pour les perfusionnistes. C'est une proposition, mais il y a d'autres choses, mais on a des solutions concrètes, puis on a des choses qui existent déjà dans le réseau, là. On va faire le suivi sur ce dossier-là. Sincèrement, déjà aujourd'hui, on en parle, puis si ça peut mettre au jour cet enjeu-là qui était pas du tout sorti. Là, moi, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une pénurie de perfusionnistes au profit d'ailleurs des autres provinces qui ramassent nos gradués. 50%, moi je retiens, il y en a 1 sur 2 qu'on forme au Québec qui part à l'extérieur du Québec parce qu'il estime que ses conditions de travail sont inacceptables, que ce soit le salaire ou le fait que vous pratiquez pas assez pour toutes les raisons qui font en sorte que les chirurgiens se plaignent eux aussi des mêmes choses. Alors, merci Yannick Pinard de nous avoir alertés et on espère pouvoir faire un suivi là-dessus. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup Yannick Pinard. Merci beaucoup de l'opportunité. Bonne journée. Président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Bon, il y aurait tant à dire là-dessus. Beaucoup de gens là, qui ont réagi, mais on va suivre ce dossier pour vous. J'aimerais juste donner nos pensées à Diane. Elle dit, en fait, un enfant de sa famille, un petit bonhomme de 3 ans avec une masse à la hanche, a reçu hier le diagnostic de neuroblastome stat 4 à Sainte-Justine. Donc, nos pensées derrière ce petit bonhomme-là. Tellement. Ouais. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause jusqu'à la fin de cette émission. On va parler de hockey du Canadien de Montréal. Olivier J'étais sur place hier au Centre Bell. T'étais à la tribune de presse? Oui, la tribune de presse. Je me suis promené autour du Centre Bell. J'ai vu beaucoup de choses. Tu vas tout nous dire ça. Et il y a Bergie aussi qui va s'y mettre de la partie pour nous dire ben des affaires finalement, parce qu'on a beaucoup de questions. Et si vous en avez, ben vous connaissez nos numéros. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. À tout de suite. Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Yannick Pinard est président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Il nous a écrit il y a quelques semaines. C'est un spécialiste qui exerce depuis 2012 et il nous a écrit pour nous parler du manque de perfusionnistes cliniques. En fait, le Québec fait face à une pénurie assez critique de ces spécialistes essentiels qui opèrent la machine cœur-poumon durant les chirurgies cardiaques. On parle beaucoup de chirurgie cardiaque en ce moment, là. Et sur environ 70 postes, il y en aura au moins plus d'une vingtaine là, qui seraient vacants. Résultat, il y a plusieurs hôpitaux qui sont obligés de réduire ou de reporter carrément des interventions. Yannick Pinard est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Yannick, expliquez-moi un peu ce qui se passe dans votre spécialité, là, les perfusionnistes cliniques. En fait, comme vous l'avez nommé, c'est tout à fait juste. Là, on est pris depuis plusieurs années avec une pénurie qui ne cesse de s'empirer, là, année après année, mois après mois, et ces temps-ci, c'est même semaine après semaine. Ça fait les gens quittent essentiellement pour 3 grandes raisons. Soit on a des personnes qui sont près de la retraite, donc des personnes qui sont rendues à la retraite, mais essentiellement les principales raisons, c'est que les gens quittent à l'extérieur de la province à cause de l'énorme écart dans les conditions de travail qui sont offertes au Québec en comparaison avec les autres provinces, puis l'écart est encore plus grand aux États-Unis. L'autre principale raison,
c'est que les conditions, la qualité de vie est très, très, très difficile à cause de cette pénurie-là, parce qu'on essaie de permettre le maximum de chirurgie dans la population au Québec, mais c'est difficile et à un certain moment, les gens s'épuisent, là. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait, avant d'aller plus loin, un perfusionniste clinique? Là, je disais, vous travaillez, vous opérez la machine cœur-poumon durant les chirurgies cardiaques, certaines chirurgies thoraciques compliquées, je pense aussi. Expliquez-nous un petit peu là, rapidement, sans rentrer dans trop de détails pour pas nous perdre, hein, mais juste pour qu'on sache un peu c'est quoi votre travail, en gros, Yannick. Oui, c'est normal, puis ça reste quand même assez obscur, là. C'est sûr qu'on travaille essentiellement dans les salles d'opération pendant les chirurgies cardiaques. Essentiellement, le perfusionniste, c'est la personne qui remplace temporairement la fonction du cœur et des poumons à l'aide d'un appareil qu'on appelle la machine cœur-poumon ou la circulation extracorporelle. Donc, on permet aux chirurgiens de pouvoir faire l'opération, réparer le cœur d'une personne, tout en maintenant cette personne-là en vie là, de façon sécuritaire. OK, donc c'est essentiel, on comprend bien. Ça nous donne l'occasion de poser la question à nos auditeurs, d'ailleurs, Olivier. Oui, êtes-vous en attente d'une chirurgie ou connaissez-vous peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en attente d'une chirurgie? Appelez-nous 1-877-827-2346, 187-CUB Radio. Déjà, il y a Claude de Mont-Saint-Grégoire qui nous dit que c'est très stressant d'entendre ça, étant donné que lui-même, il est à cœur ouvert. Ben oui, il est en attente d'une chirurgie à cœur ouvert. C'est quelque chose, ça, les chirurgies à cœur ouvert, Yannick? Oui, tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dénonce depuis déjà plusieurs années. Puis on a l'appui aussi de plusieurs associations médicales, des chirurgiens cardiaques, des cardiologues, de la Fédération des médecins spécialistes qui nous aident aussi. On essaie de se faire entendre parce que l'impact sur la population, elle est direct. Plus on tarde à avoir une opération dans les délais qui sont recommandés, plus on s'expose à des complications ou des situations plus graves. Donc, on essaie de maximiser le nombre de chirurgies, mais c'est un système qui est fragile. On manque de monde, puis le monde qui reste s'en vont. Et ça fait longtemps qu'on l'explique, qu'on essaie de se faire entendre de toutes les façons possibles et imaginables, mais ça reste qu'on est aux prises encore avec un départ, donc. Ben oui, exactement. C'est comme si on vous entendait pas. Vous m'avez écrit, je vous avoue que ça nous a beaucoup interpellés avec Florence. Vous m'avez écrit l'an dernier, 80 patients sont morts sur la liste d'attente faute d'avoir accès à une chirurgie dans un délai médicalement raisonnable. Et là, vous m'écrivez, ce nombre sera supérieur à 100 pour l'année en cours. Nous, les 100 personnes qui vont mourir sur la liste d'attente, parce qu'ils n'ont pas accès à une chirurgie dans des délais médicalement raisonnables. Puis vous dites, nous, on est 75 perfusionnistes au Québec. On est au bout du rouleau. Vous dites, personne ne se soucie de nous. On nous ignore. C'est grave, là. Ouais, c'est sûr que on est un petit groupe de travailleurs, là. On est présentement autour de 65 sur un idéal de 90 personnes pour être capable de tout faire le travail. C'est des petits nombres, mais chaque personne influence directement la quantité de chirurgie qui va être faite dans une année. Et oui, ça reste grave quand même, parce que je pense qu'on a une place importante dans le réseau, même si elle est méconnue, mais il faut nous donner les moyens d'y arriver. Et on a essayé de regarder tout ce qui était possible pour améliorer la situation. Et il n'y a rien qui se passe? Non, absolument pas. Puis là, je disais 70, quand vous m'avez écrit, il y en avait plus des perfusionnistes que vous le dites aujourd'hui, mais je pense que vous en avez perdu depuis en chemin, là. Il y en a 2 qui ont quitté pour une autre province, je pense que c'est la Saskatchewan, c'est ça? Oui, exactement. Il y a une personne qui s'est réorientée complètement, qui a lâché le milieu parce que c'est trop difficile. Les conditions sont pas évidentes. Et il y a une personne qui est partie en Saskatchewan pour des conditions plus avantageuses. Puis, et ça, c'est une exception. Ouais. Puis il y a 2 personnes qui sont en arrêt de maladie aussi, qui ont quitté, qui sont retournées à la maison parce qu'elles sont en arrêt. Ça fait plusieurs fois que vous parlez de vos conditions déplorables, des conditions de travail, conditions salariales. Combien ça gagne un perfusionniste au Québec comparativement à un perfusionniste justement en Saskatchewan ou ailleurs au Canada, là?
C'est une bonne question. Puis ça, il y a une grosse variation, mais ici au Québec, quelqu'un qui commence dans la profession va gagner environ 30-35 $ de l'heure pour 5 ans d'université. Et en comparaison et au maximum du salaire, là, avec l'ancienneté, on est présentement environ 57 $ de l'heure. Ça, faut comprendre que ça représente, quand on compare avec la moyenne canadienne, et ça a été vérifié par plusieurs personnes de façon indépendante, on est 26% en dessous du salaire moyen d'un perfusionniste ailleurs au Canada. L'écart est encore plus gros quand on compare avec nos collègues au sud de la frontière. Donc, ça peut être facile de convaincre des personnes de faire le pont là, pour quitter le Québec. Donc, c'est ça essentiellement. Notre rémunération est inférieure et les conditions qui viennent avec sont plus difficiles à tolérer. Là. Vous dites l'année dernière, en 2025, là, il y a entre 67 et 79 patients qui sont morts en attente de chirurgie parce qu'il manquait de perfusionnistes? Entre autres, oui, c'est sûr qu'il y a quelques cas isolés qui peuvent avoir d'autres explications, mais ce que l'Association des chirurgiens cardiaques et des cardiologues aussi recense à travers ces recensements-là, c'est pas la disponibilité des salles ou des chirurgiens, ça a été bien démontré, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre spécialisée, dont les perfusionnistes. Ouais. Là, donc, plusieurs chirurgies sont simplement pas planifiées parce qu'il n'y a pas assez de perfusionnistes pour y arriver. C'est fou, là. Beaucoup de commentaires. Ben oui, mais laissez-moi rappeler le cas de Dr Caroline Lemoine, qui était spécialisée, hein, qui avait étudié à Chicago. 3 surspécialités. Absolument, et qui s'occupait entre autres des enfants, des opérations complexes. Et là, on lui a dit, est-ce que tu peux maximiser ton temps? Parce qu'elle faisait beaucoup de paperasse présentement et elle disait exactement ça. C'était pas une question de chirurgien, c'était pas une question de... En fait, oui, manque de salles, mais c'était beaucoup plus sur la main-d'œuvre spécialisée qui n'était pas présente pour lui permettre d'exercer ici au Québec. Elle reste parce qu'elle aime le Québec, elle le mentionnait. Et le fait aussi qu'il y a quand même 2 tiers des salles qui sont fermées là, de chirurgie. Et aussi que c'est une des seules, en fait, c'est la seule canadienne qui était capable de faire certaines opérations. Mais quand même, ça en dit long là, sur le... On maximise pas ce qu'on a sous la main présentement, puis en même temps... C'est même pire que ça, parce que ce que vous nous dites, Yannick Pinard, puis je rappelle, vous êtes le président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec, c'est que là, vous avez fait savoir donc à Santé Québec votre situation, vous êtes en moyenne pression, vous dites, on nous entend pas. Là, pendant ce temps-là, les gens meurent en attente d'une chirurgie parce qu'il manque des perfusionnistes. Et Santé Québec fait la sourde oreille. Comment ça se fait je pense que les patients du Québec méritent mieux que ça, là? Absolument. En fait, j'ai l'impression que c'est rendu une guerre de principe. Ce qu'on nous dit, c'est que le problème est connu et compris. Donc, dans un certain sens, j'imagine que le message s'est rendu. Mais il semble qu'il y a une absence de volonté de régler la situation à court terme. Puis ça, on se l'explique très mal. Et pourtant, on a fait nos devoirs de communication depuis plusieurs années. Et même juste pour illustrer le conflit dans lequel on se jette, on a reçu des mises en demeure du gouvernement, du Conseil patronal de négociation, l'entité qui négocie pour les conditions de travail, pour nous empêcher de les contacter, alors qu'on voulait... c'était pas des insultes, là, je veux dire, c'était simplement un dialogue pour être capable de se faire entendre. Donc, ça met un doigt sur le bobo qu'on essaie de s'exprimer, puis c'est au bénéfice de la population. On fait ça pour être capable de donner plus de chirurgie, d'offrir un meilleur service à la population, puis aussi de limiter la détresse chez les personnes qui restent au travail aussi, parce que ça devient très, très, très difficile à supporter. Déjà que c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Pas communiquer avec eux. Donc, on se l'exprime vraiment mal. On a des solutions concrètes. Rien qui est magique non plus, là, des choses qui existent déjà dans le réseau. Et de ce que je comprends, Yannick, le seul programme pour les perfusionnistes, il se donne à l'Université de Montréal. Je pense que comme geste, tous les perfusionnistes du comité perfusionniste ont remis leur démission. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cours qui sont donnés. Expliquez-moi rapidement un peu, parce que je pense que cette année, techniquement, il y aura juste 3 finissants. Vous êtes déjà pas beaucoup, les perfusionnistes cliniques, là, 65. Ça veut dire que c'est sûr que dans certains endroits, il doit en manquer au Québec, là.
Ça, c'est des moyens de pression bien concrets. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Un peu tout ça, là, rapidement. Ben, c'est sûr qu'il faut comprendre que, comme je l'ai expliqué, on a multiplié toutes les démarches pour se faire entendre, pour être compris. Là, ça fait déjà plusieurs années. On voit, si vous me permettez l'expression, le bateau qui coule depuis quand même longtemps, et ça s'aggrave et ça devient juste de pire en pire. Puis on voit aussi en parallèle que c'est comme un panier percé. Pour donner une idée, dans les 5 dernières années, on a environ 50% des personnes qu'on a graduées qui ont quitté le Québec, qui pratiquent plus la perfusion. Donc, ça montre qu'on forme présentement relativement dans le vide au profit des autres provinces. Et ça nous aide pas. Puis on comprend que le problème de fond, ce qui explique les départs, c'est un petit monde, hein, on a eu la chance de discuter. Et c'est vraiment les conditions, les conditions salariales. C'est sûr que ça n'a pas été assez pour les retenir. Il n'y a pas eu... Et vous faites, ce que vous nous dites, c'est que vous faites 50% de plus de salaire à l'extérieur. Au Québec, là, votre salaire, il est à peu près ça? Pour plusieurs personnes, oui, c'est exactement ça, oui. Donc, on est un peu dans cette situation-là où on est conscient que c'est difficile d'aller publiquement dire que on a besoin de conditions plus robustes, de conditions de travail plus robustes, mais en même temps, c'est la racine première de pourquoi les gens quittent la profession à l'extérieur de la province. Et je fais le parallèle avec ce que j'ai vu aussi dans l'actualité dernièrement et une situation qui est connue. Par exemple, en Outaouais, dû à la proximité avec l'Ontario, il y a plusieurs mesures temporaires et récurrentes qui sont proposés pour augmenter l'attractivité, être plus compétitif. Et ça, c'est proposé à plusieurs types d'emplois. Donc, c'était une proposition qu'on avait aussi pour se dire si ça peut s'appliquer à une région ou du moins dans un contexte particulier, la situation est tout égale pour les perfusionnistes. C'est une proposition, mais il y a d'autres choses, mais on a des solutions concrètes, puis on a des choses qui existent déjà dans le réseau, là. On va faire le suivi sur ce dossier-là, sincèrement. Déjà aujourd'hui, on en parle, puis si ça peut mettre au jour cet enjeu-là qui était pas du tout sorti. Là, moi, c'est la première fois que j'entends parler qu'il y a une pénurie de perfusionnistes au profit d'ailleurs des autres provinces qui ramassent nos gradués. 50%, moi je retiens, il y en a 1 sur 2 qu'on forme au Québec qui part à l'extérieur du Québec parce qu'il estime que ses conditions de travail sont inacceptables, que ce soit le salaire ou le fait que vous pratiquez pas assez pour toutes les raisons qui font en sorte que les chirurgiens se plaignent eux aussi des mêmes choses. Alors, merci Yannick Pinard de nous avoir alertés et on espère pouvoir faire un suivi là-dessus. Tenez-nous au courant. Merci beaucoup Yannick Pinard. Merci beaucoup de l'opportunité. Bonne journée. Président de l'Association des perfusionnistes cliniques du Québec. Bon, il y aurait tant à dire là-dessus. Beaucoup de gens là, qui ont réagi, mais on va suivre ce dossier pour vous. J'aimerais juste donner nos pensées à Diane. Elle dit, en fait, un enfant de sa famille, un petit bonhomme de 3 ans avec une masse à la hanche, a reçu hier le diagnostic de neuroblastome stat 4 à Sainte-Justine. Donc, nos pensées derrière ce petit bonhomme-là. Tellement. Ouais. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause jusqu'à la fin de cette émission. On va parler de hockey du Canadien de Montréal. Olivier J'étais sur place hier au Centre Bell. Au Centre Bell. T'étais à la tribune de presse? Oui, la tribune de presse. Je me suis promené autour du Centre Bell. J'ai vu beaucoup de choses hier. Tu vas tout nous dire ça. Et il y a Bergie aussi qui va s'y mettre de la partie pour nous dire des affaires finalement, parce qu'on a beaucoup de questions. Et si vous en avez, vous connaissez nos numéros. 1-877-827-2346, 187 Radio. À tout de suite. Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. On va parler du Canadien, mais faut que je vous dise, c'est la journée des perfusionnistes aujourd'hui. Savez-vous ça? Saviez-vous qu'il y a une journée des perfusionnistes puis que c'est aujourd'hui qu'on parlait avec le président qui nous l'a pas dit d'ailleurs? C'est un hasard, là. Ce n'est qu'un hasard. J'ai vérifié que Florence, elle m'a dit, voyons donc, c'est un auditeur ou une auditrice qui nous le dit. Hey, c'est la journée des perfusionnistes aujourd'hui, 26 mai. Et j'ai vérifié, effectivement. C'est fascinant.
Non, mais à vous. Ah oui. Et pour vous dire comme quoi que notre système cœur-poumon a été très, très, très sollicité hier. D'abord, notre petit cœur, il a battu fort. Et nos poumons, on s'était poumonnés jusqu'à temps qu'on se calme quand on a vu que... Écoute. Oh là là. Écoute. Tu y étais, toi, Olivier? J'étais là hier et je voulais, en fait, y aller particulièrement pour ce match-là parce que tu le sais, Isabelle, le dernier week-end, on a eu la F1 à Montréal. Hein? C'était l'effervescence. Je veux dire, imagine si on avait eu un match lors du week-end au Centre Bell, ça aurait été la folie complètement. Et là, hier, je me suis dit, il doit bien y avoir des personnes qui ont fait la route ou du moins sont allées en avion pour le Grand Prix et se sont dit, je vais aller voir le Canadien le lundi. Et en effet, c'est arrivé. Il y avait des personnes d'un peu partout. Ce qui est fascinant là, de ce fan jam-là qui appelle, c'est que les gens sont souriants, ils sont en unisson, ils sont sous une unité. Les touristes, oui, les touristes, mais aussi, c'est ça exactement, québécois, comme les gens qui parlent de toutes les langues. J'en ai entendu des bonnes, là. Ouais. C'était vraiment bien. Et je suis arrivé là autour de 5h30. Tu sais, le match était à 8h et c'était déjà rempli. C'est fou. Rempli. Et les gens, là-bas, je pense que vous l'avez vu peut-être un peu passer sur les réseaux sociaux, il y a un stand, entre autres, un booth, un kiosque, voilà, je vais le trouver. On parle kiosque. Un kiosque qui fait des tatous pour les gens qui se présentent sur place de manière gratuite. Ça, c'est commencé, je pense, par la cage. Mais des permanents, là. Des permanents, pas des tatous qu'on liche quand on était jeune, puis on se le colle, puis ça fait des petites plaques rouges. Non, c'est des vrais tatous. Et là, j'ai passé et j'ai croisé, ils m'ont permis d'aller filmer à l'intérieur de ce petit... T'es pas en train de nous annoncer que tu t'es fait tatouer? Déjà que t'en as quand même pas mal. T'es-tu fait tatouer? Non, c'est pas vrai. Mon Dieu. Ça aurait été fabuleux, j'y ai pensé, mais c'est parce qu'il y avait une file. T'as quasiment plus de place sur les bras quand même. T'as raison. Mais il y avait une file à peu près, je pense, j'exagère pas, puis on va montrer les images, mais là, je vais entendre Sean avant d'aller un peu plus loin sur la file. Qui est Sean? Sean, c'est un homme du Nouveau-Brunswick, d'accord, qui s'est présenté sur les lieux. Il a fait la route, lui. La route, c'est quand même assez long, on parle de plusieurs heures. Ouais. Et lui a décidé de se faire tatouer, en profiter pour avoir un petit souvenir sur la cuisse. On l'écoute. Mon nom, c'est Sean. Moi, ma blonde est descendu pour la Formule 1 initialement. Puis on a réussi à avoir des billets pour ce soir. Ça fait que on est venu voir la game. Puis quand on était à la F1, on parlait à un gars qui était à côté de nous autres. Puis il dit, hey, il donne des free tattoos au Centre Bell juste avant la game. Ça fait qu'on s'est rendu tôt assez pour avoir un tatou. Et là, pour les gens qui... c'est un vrai on peut regarder les images parce que ça poursuit par la suite. Oui, on le voit. Et là, ça, c'est sa conjointe. Son nom m'échappe, là, mais elle avait ici un petit signe comme devis, là, une ligne qui suit les battements cardiaques, là, avec le abs dessus. À côté de ça, un autre homme. Là, on voit la file. Tu vois, Isabelle, on parle quand même d'une centaine de mètres juste pour avoir des petits tatous permanents, gratuits, je le rappelle. Ouais. Donc ça, ici, un petit couple qui en a profité, c'est merveilleux. Est-ce que vous feriez tatouer le logo du CH quelque part? C'est ça la question. Appelez-nous 1-877-827-2346. Je sais pas si... Oui, vas-y. En fait, non, vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Ce que j'allais dire, je sais pas si Bergie a un tatouage d'une équipe de hockey. Lui, peut-être que c'est... Probablement qu'il y aurait le logo des Nordiques. On va poser la question, mais j'aimerais juste t'entendre. En fait, je suis allé voir aussi un partisan qui venait tout droit de la Caroline et même un partisan d'Angleterre. For the Formula One, and we got lucky that the game was tonight. Not great seats, 400 American. That's it? Yeah. Where are you in 311. Nick, you're from England. From England, yeah. So you from Berkshire, but I'm going to get one of those shirts. Et là, on voit Nick ici d'Angleterre qui dit, moi, je suis arrivé au Centre Bell, d'accord, je n'ai aucune idée pourquoi je suis là. Il était là pour le Grand Prix, bien entendu. Il vient d'Angleterre, un passionné de Lewis Hamilton, entre autres. Et il a dit, je veux m'acheter ce chandail-là. Puis là, il me demande après, je sais pas lequel acheter. J'ai dit, choisis Lane Hudson. Puis là, lui, à côté des États-Unis, il dit, un Américain? Là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, c'est Lane Hudson. Ben oui. C'est notre gars. Et là, lui a parlé des billets aussi, $400. Mais là, j'ai été, puis on n'aura peut-être pas le temps de le présenter, mais je vais le résumer. Un jeune papa et en fait, son fils se sont pointés, m'ont dit, écoute, on est quand même chanceux. Ça nous a coûté 2000 à soir. Il dit, c'est drôle de dire ça de même, mais on l'a pris là quelques instants. Et en fait, tout juste le matin même du match, ils sont présentés, avaient leur billet et ont réussi à avoir un prix de dernière minute. Mais on s'entend, Isabelle, c'est $2000 pour un père et son fils. Les Canadiens ont perdu. $1000 le billet. $1000 le billet. Eux, ils étaient bien placés, mais ils n'étaient pas sur le bord de la bande. Eux, c'était des Québécois, ceux-là? C'était des Québécois, ceux-là. Mais tu sais, beaucoup de détenteurs de billets de saison. Non, c'est un peu plus tard, mais écoute, c'était vraiment bien. T'sais, ici, on voit des partisans qu'eux, c'était les billets de saison. Puis ils disent, je sais pas combien ça m'a coûté. J'ai un bon ami qui m'en a donné. Donc, on voyait beaucoup de grades de prix, mais
tout le monde était en fait garanti avait l'idée derrière que ça allait être un excellent investissement. Et en effet, l'expérience est fabuleuse au Centre Bell. Ça, on doit se le dire. Là. Même que les Canadiens perdent, c'est vraiment intéressant. Même quand tu perds, je sais pas. Oui, mais on dit ça. À la maison, c'est frustrant, je trouve. C'est ça, on juge pas. Moi, personnellement, mais la frustration grandit au fur et à mesure. J'ai hâte d'entendre Bergie, notamment là-dessus. Là, on y va tout de suite. Est-ce qu'il est là, notre ami Michel Bergeron? Oui, bonjour, Michel. Bonjour Isabelle, bonjour vous deux. Dis-moi, est-ce que tu as un tatouage avec un logo d'une équipe de hockey par hasard, Bergie? Non, pas. Toi, t'es pas fort ces tatouages. Hein? Ça serait les Nordiques. J'ai pas mal d'images, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, j'étais justement partisan du Canadien. Ouais. Et ça, c'est dans les années de Boum Boum, d'Henri Richard, puis de Maurice Richard. Mais non, des tatouages, non. Pas trop ton genre. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du match d'hier, Michel? Hier, j'étais un petit peu en colère après la première période parce que la série est égale 1-1. On joue à domicile. Comme vous le savez, là, comme c'est l'effervescence, là, tout le monde est excité. Puis le Canadien n'est pas sorti. 14 lancés contre 5 à domicile. Ouais. J'en reviens pas que le Canadien n'a pas sorti aussi fort que les Hurricanes hier. Puis tout au long du match, là, le Canadien faisait seulement se défendre. En troisième période, un lancé. En période de surtemps, un lancé. Tu peux pas gagner des games, des parties comme ça, là. Donc, il y a un manque de robustesse, c'est évident. Oui. Puis Michel, le temps presse un petit peu, là, mais oui, en effet, 12 tirs le match numéro 2, 13 tirs avec en plus une période de prolongation, là, ça inclut tout ça. Mais j'ai pas le choix de t'amener vers le travail des arbitres. Parce que oui, on aime ça les pointer du doigt. Parfois, on a nos lunettes de Fafane. Mais là, hier, en prolongation, j'étais sur les lieux. Premièrement, Sean Walker a rentré dans Dobèche. Complètement. Evans le défend. Il donne un 2 minutes de chaque côté. Ça, c'est Wes McCauley et aussi c'est Francis ici, Charon, voilà, un Québécois qui est dans la Ligue depuis Francis Charon, qui est là depuis 2010. Ton opinion sur les arbitres hier? Les deux meilleurs arbitres. Mais là, à ce moment-là, hier soir, ça m'a pas surpris. En surtemps, dans la série éliminatoire, c'est des IOU. Je te laisse passer sur un côté, je te laisse passer sur l'autre côté. Ouais, mais ça peut... mais Michel... Ton gardien de but. Ah, mais clairement, puis ça peut pas marcher comme, OK, là, je refuse le but, puis là, il doit y avoir une pénalité ici, mais je l'applique pas. Tout à l'heure, tu dois en avoir une, puis finalement, je la laisse passer. Ça peut pas être comme ça, là. C'est pas de l'arbitrage, ça. Je le sais, mais à un moment donné, le Canadien avait 8 joueurs sur la patinoire. Les arbitres ont fermé les yeux, justement, parce que on n'avait pas pénalisé les Hurricanes. Le geste sur Lane Hudson qui était flagrant, Michel. C'était, je veux dire, il y a eu, c'est pas pour rien qu'il y a eu des canettes lancées sur la patinoire en fin de rencontre, là, mais c'était flagrant. C'était décevant de voir ça. Non, parce que ça aurait pu, écoute, en 5-4, il aurait pu marquer un but qui aurait été déterminant, là. Oui, mais il rit, ça a toujours été comme ça. Moi, quand je dirigeais, je me levais contre les arbitres. Puis les gens disaient, Bergie s'en prend toujours aux arbitres. Ça n'a jamais changé. Surtout en série. Puis hier, là, McCurry et Charon, c'est les deux meilleurs arbitres de la Ligue nationale. Exact. Mais pourquoi? Ouais. Alors, on n'arbitre pas de la même façon qu'on arbitre en saison régulière. C'est malheureux. Je suis bien d'accord avec vous. Ouais. Mais c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Dis-moi, 10 secondes, là, ça va être en 7? Ah, j'ai peur. Moi, pour moi, là, le match c'était hier. Là, pour moi, le plus important. Moi, je pense que la Caroline va sortir comme des tigres enragés de main pour gagner ce match-là, pour terminer la série en Caroline. Ah ouais, OK. Donc toi, tu y crois. Tu crois que c'est la fin. Parce que, en plus de ça, là, Dobèche a été mis à l'épreuve tellement souvent depuis le début des séries, là. Il commence à être fatigué, le petit gars. Puis hier, il a mangé la glace là, quand on y est rentré dedans. Hey, Michel Bergeron, merci beaucoup. On va se reparler de tout ça. On s'arrête ici, très courte pause. Olivier a plein d'autres éléments. Dites-nous comment vous voyez ça, vous. Est-ce que vous avez perdu espoir ou est-ce que vous y croyez encore? À tout de suite.
Isabelle Maréchal. Avec son cœur de justicière, elle parle d'inégalité sans crainte. Pas mal d'auditeurs qui nous disent il faut faire des changements. Ouais, en gros, là, c'est ce que les gens nous disent. Là, ça prend des changements. Est-ce que le CH est dépassé par les Hurricanes? Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, toi qui y étais? Est-ce que c'est possible de renverser la série demain, 4e match? On sait qu'il y a une stat là, qui est majeure. Oui, on en parlait à la pause. Une équipe qui remporte le 3e match, c'est-à-dire qui prend l'avance 2-1 dans la série, a 70-75% de chances de remporter la série. Ça laisse combien? Ça laisse à peu près 25-30% à l'équipe qui a perdu, c'est-à-dire les Canadiens de Montréal. Mais faut quand même amener du positif là-dedans, Isabelle. Okay. On a seulement fait 13 tirs hier en l'équivalent de 4 périodes, un peu moins de 4 périodes. Toi, tu vois ça positif? Oui, parce que je me dis, si on fait juste tirer un peu plus, on peut bien s'en tirer. Et hier, on parle aussi d'une erreur en prolongation d'un certain Lane Hutson. Ouais, mais Lane, je sais, mais il s'est tapé encore sur la tête. On peut l'écouter dans un instant. Puis, tu sais, le point, c'est aussi qu'il venait tout juste de faire, en fait, de ne pas avoir reçu la pénalité juste avant. OK, on l'a. Parfait, il n'y a pas de souci. Yeah, I mean, he's been great all playoffs, so not surprised. He battles so hard. Sucks that I just blew it for him, but it is what it is. On venait tout juste de lui demander, hey, que penses-tu du travail de Jacob Debèche? J'ai bien entendu le défend, mais c'est plate que j'aille tout gâché. Ultimement, avec sa capuche, un petit peu serré autour des joues, puis avec l'air triste. Mais écoute, Isabelle, on peut quand même aussi revenir un peu. On le voit ici à l'écran. C'est pas nécessairement de sa faute. Une passe molle que normalement on ne voit pas de Lane Hutson. Mais je veux vraiment rappeler cette fameuse pénalité-là en prolongation là, qui aurait dû avoir lieu. C'était vraiment choquant parce que juste avant, il était censé, Isabelle, recevoir 2 minutes. Je parle pas contre lui, mais bien sur l'action du joueur adverse. Il n'y a pas eu. Et par la suite, il y a eu des canettes lancées sur la patinoire. En effet, je pense que ça n'avait aucun sens pour des arbitres expérimentés. Exactement. But annulé, nous rappelle Amélie aussi, en effet, l'autre bord de la ligne bleue. Mais en effet, c'était choquant hier comme match. Ils l'ont vu combien de temps après? Je veux dire, à un moment donné... Ah là là. Écoute, on va espérer que ce 4e match, on aura l'occasion de s'en parler demain, Olivier, que ça soit quand même l'occasion de repartir ça. Olivier Guillet, merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien à tout le monde. Merci à vous. On s'en reparle demain.